Il était déjà minuit passé lorsque le pilleur de tombes franchit les grilles en fer forgé du cimetière. Il tenait une pelle dans une main et un vieux sac en toile de jute sur l'épaule. Il savait que, dans son sinistre métier, cette nuit serait lucrative. Et sur ce point, il avait raison. Mais pas de la façon qu'il avait imaginé. Le pilleur de tombes marchait lourdement sur l'herbe, entouré de pierres tombales de tous côtés, certaines récentes, d'autres anciennes. Il sifflotait gaiement un petit air. S'il avait eu peur des fantômes, il ne se serait jamais lancé dans ce métier. Il trouva rapidement la tombe recherchée, celle d'une vieille femme riche repérée dans les avis de décès, un rituel qu'il appelait en privé « lire le menu ». Lorsqu'il trouva la tombe de la vieille bique, il ne perdit pas de temps et creusa à travers la terre fraîchement tassée. Peu importe le nombre de fois où ils entendaient le vieux cliché « on ne l'emporte pas avec soi », selon le pilleur de tombes, ces gens essayaient toujours. Il découvrirait sûrement des bijoux anciens et ses précieux objets de famille dans son cercueil. Enfin, inestimables jusqu'à ce qu'il les emmène tous au prêteur sur gage du coin et découvre combien Vinny était prêt à lui en donner. Il creusait avec ardeur, et bientôt la pointe de sa pelle entra en contact avec le bois dur du couvercle orné du cercueil. Magnifique. Il retira la terre sur le cercueil et utilisa son pied de biche pour le desserrer. Comme prévu, à l'intérieur, il trouva le corps desséché d'une vieille dame riche dans une robe élégante. Mais elle ne semblait porter aucun bijou, ni bague au doigt, ni boucle d'oreille, pas de collier, pas de broche sophistiquée, rien du tout. Nada el sulcho. Le pilleur de tombes jugeait l'affaire ratée jusqu'à ce qu'il voie briller un éclat d'argent dans la main serrée de la vieille femme. Il n'hésita pas à forcer la main de la femme morte pour découvrir ce qui semblait être un rectangle de feuilles d'argent. Mais aussitôt l'objet en main, il se volatilisa, dans la tombe ouverte, le morceau de feuilles d'argent s'évanouissant avec lui. Bien des siècles auparavant, sur un champ de bataille lointain, un clan viking faisait la guerre à un autre. Une guerrière viking était en plein combat, balançant sa grande hache sur le corps de tout ennemi assez malchanceux pour se trouver à proximité. Quelle gloire cela lui procurait d'offrir ses âmes au Valhalla. Elle déchirait et taillait jusqu'à ce que tout soit terminé, puis elle pouvait porter un toast à la victoire en buvant dans sa gourde de vin, assise sur un tas de cadavres ennemis. La guerrière éliminait ses ennemis un à un, avec une force dévastatrice. Son père lui avait tout appris. Bien qu'Odin n'ait pas jugé bon de lui accorder un fils, malgré tous ses efforts, il décida qu'il ne laisserait pas cela l'empêcher d'engendrer une force grande et terrible sur le champ de bataille. Les Vikings ont toujours été plutôt égalitaires lorsqu'il s'agit de infliger comme subir la violence. Au cœur de la bataille, la femme guerrière aperçut son plus grand ennemi, Harald la Dent Noire, ainsi nommé à cause de ses habitudes d'hygiène bucco-dentaire atroces. Le même Harald la Dent Noire qui avait lâchement assassiné son père d'une flèche à l'arrière de la tête en temps de paix. C'était une mort si déshonorante que son père ne pourrait jamais rejoindre la légendaire salle de banquet du Valhalla. Pour cela, elle le ferait payer très cher. La femme guerrière courut droit vers Harald, aussi droite et précise que la flèche qui avait tué son père bien-aimé. Elle rugit pour qu'il lui fasse face, et quand il le fit, elle abattit une hache en direction de ce visage même. Mais Harald, rusé, esquiva habilement et, avec une de ses épées courtes aiguisées, trancha le manche de la grande hache de la femme guerrière, faisant tomber la tête de l'arme au sol. Mais c'était en quelque sorte une aubaine. Cela lui donna l'occasion d'offrir à ce misérable une mort bien plus significative. La femme guerrière tendit la main en arrière et tira l'épée qu'elle avait rengainée et attachée en travers de son dos. Son épée ancestrale, l'épée de son père et celle de son grand-père avant lui, transmise de génération en génération. Ce serait l'épée parfaite pour envoyer Harald la Dent Noire vers sa récompense ultime. La bataille fut âprement disputée. Même si Harald était un lâche et un serpent, il maîtrisait l'art de l'épée, mais la femme guerrière réussit à le tuer finalement. Au-dessus de son corps, haletante et ensanglantée, elle voyait la bataille s'apaiser tandis que ses compagnons massacraient le reste de leurs ennemis. Et aux vainqueurs revinrent les dépouilles. Une conquête viking implique toujours un petit pillage des morts après coup. Et alors que la femme guerrière fouillait le corps de son ennemi tombé, elle remarqua quelque chose d'étrange, un rectangle d'argent lumineux. Elle s'en empara pour l'examiner de plus près, mais disparut du champ de bataille un instant plus tard pour ne jamais être revue. Plusieurs centaines d'années après cela, un tueur monstrueux rôde dans les rues de la brumeuse ville de Londres, vêtu d'une longue cape noire et d'un haut de forme, l'image du parfait gentleman cachant une noirceur inimaginable sous cette apparence élégante.
Il glisse dans les rues à toute allure, sans crainte, malgré les affiches avertissant que Jack l'Éventreur pouvait être n'importe où, prêt à faire une nouvelle victime. Il ne peut s'empêcher de rire en voyant les croquis de la police, cela ne lui ressemble pas du tout. Pendant que tous ces imbéciles de Scotland Yard pataugent dans les preuves, Jack danse sur les pavés mouillés de Whitechapel, à la recherche de dames de la nuit pour satisfaire les terribles vices qui hantent son cœur noir. Il trouva vite une femme au coin de la rue, en robe rouge, au visage émacié et aux yeux humides de tristesse, qui éveillèrent en lui ses terribles désirs. Oui, ce serait elle ce soir. Il la séduisit avec des mots doux et de l'or, lui disant qu'il était risqué pour une femme comme elle de traîner dehors alors qu'un tueur rôdait. Elle pourrait peut-être passer la nuit dans son appartement en ville. Après tout, il y faisait bien plus chaud qu'ici dehors. Les personnes désespérées n'ont jamais besoin de beaucoup de persuasion. Il ne lui a pas fallu longtemps pour l'emmener discrètement dans son appartement isolé. Et au moment où elle l'a vu sortir le couteau Liston plaqué nickel de son manteau, il était déjà trop tard pour s'enfuir. Il a passé les heures suivantes à explorer chaque centimètre de son corps avec ce couteau. Et une fois qu'il a estimé en avoir eu pour son argent, pour ainsi dire, il est retourné dans les rues brumeuses pour abandonner son corps là où il serait découvert à la lumière froide du jour. Les meurtres le fascinaient, mais il était presque plus excité par les gros titres du lendemain. Tous les romans à 4 sous le décrivaient comme une sorte de bête surnaturelle, aussi mortelle qu'une lame aiguisée et aussi insaisissable qu'une fine brume suspendue dans l'air. Tout cela était tellement flatteur. Alors qu'il se préparait à partir pour la nuit et à se reposer, ses bras étaient toujours fatigués après le travail éprouvant de l'acte, Jack remarqua quelque chose qui voltait dans la brise à proximité, un étrange fragment argenté sans poids. Un morceau de papier aluminium. Comme c'est étrange. Il tendit une de ses mains habiles, tachée de sang, et l'attrapa au vol pour l'examiner de plus près. Et malgré tout ce que disaient les journaux à sensation et les romans à 2 sous, ce fut le seul moment où Jack l'Éventreur disparut réellement des rues de Whitechapel. Aujourd'hui, de l'autre côté de la Manche, un mime de rue se produisait pour quelques pièces jetées dans un chapeau dans les rues de Paris, sans doute la seule ville où l'art du mime était vraiment respecté. En théorie, du moins. Il avait constaté que la nouvelle génération respectait moins l'art du mime que les précédentes. Il en voulait aux réseaux sociaux, mais n'en parlait jamais. En public, vous ne l'entendriez jamais parler. Les gens l'ignoraient comme un lépreux pendant qu'il montait une échelle invisible grâce à son jeu d'acteur physique. Peut-être qu'il avait besoin de quelque chose avec un peu plus d'action. Il faisait semblant d'être un soldat en première ligne d'une guerre, épaulant impeccablement son fusil d'assaut invisible, allant jusqu'à simuler le recul à chaque tir, tout en adoptant une posture militaire et en rôdant sur place. Peu après, alors qu'il vivait un moment qu'il croyait très éprouvant, il reçut une balle imaginaire dans le cou. Il s'effondra dans les rues de Paris, mimant ses derniers instants sans qu'aucune goutte de sang ne coule. L'intensité de la scène était telle que son béret faillit tomber. Et pourtant, il semblait que les foules anonymes de voyageurs et de touristes ne ressentaient aucune sympathie. Toute sa vie, son admiration pour Marcel Marceau, son temps passé à étudier à l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq, tout cela avait-il été vain? Peut-être qu'il pleurerait si cela ne risquait pas d'abîmer son maquillage blanc parfait. Alors que tout espoir semblait perdu, une silhouette passa près de lui, se déplaçant si rapidement que le mime n'eut pas le temps de bien la voir. Le mime distinguait surtout la bande argentée qui tombait dans le chapeau laissé pour les pourboires. Une sorte d'invitation, ou peut-être un billet. Avec la maîtrise théâtrale du corps dont seul un mime expert était capable, il plongea sa main gantée dans le chapeau et ramassa le billet, pour disparaître aussitôt des rues de Paris, où malheureusement, personne ne remarquerait jamais son absence. Washington, D.C., milieu des années 1960, le sommet bouillonnant de la paranoïa de la guerre froide. Il semble que tout le monde est sur les nerfs, s'attendant à une invasion ou à une dévastation nucléaire à tout moment. Tous, sauf un politicien de Washington qu'une belle blonde en robe de cocktail, lui lançant des regards langoureux, conduisait par sa cravate vers une chambre d'hôtel luxueuse. Il a passé la nuit la plus incroyable, et pourtant, d'une certaine manière, il semble que cela va devenir encore meilleur. Pourtant, titubant et vacillant à cause de tous les martinis qu'il avait descendus en faisant la fête avec cette belle inconnue au bar, il espérait être encore assez lucide pour assurer.
Il ne savait pas encore que les drogues que la belle inconnue lui avait glissées faisaient déjà effet. Elle obtiendrait exactement ce qu'elle voulait de lui, et elle n'avait aucun scrupule à le faire. Fondu enchaîné 1 heure plus tard, le politicien est évanoui sur le lit luxueux de l'hôtel, tandis que la belle inconnue est assise à un bureau voisin, parlant russe dans un émetteur-récepteur. Elle était ce qu'un service de renseignement nomme une hirondelle, une espionne obtenant des informations de cibles clés par la séduction plutôt que par l'infiltration ou la violence. Le Casanova masculin s'appelle un corbeau, si vous vous posiez la question. Le politicien avait été particulièrement bavard au bar. Plus il buvait, plus il semblait révéler de secrets sur la sous-commission militaire sur laquelle il travaillait. Comme c'est généreux de sa part. En transmettant cette information vitale à son agent de liaison, l'hirondelle sourit, songeant que les paroles imprudentes de son galant causeraient la perte de nombreux navires américains. Son agent était ravi des informations obtenues, mais avec un atout politique américain clé inconscient, elle devait voir si elle pouvait obtenir autre chose en prime. Il n'a pas fallu le lui dire 2 fois. L'hirondelle commença à fouiller les vêtements du politicien à la recherche de tout ce qu'elle pourrait utiliser. Un mot, une note, une clé ou une carte magnétique, n'importe quoi qui pourrait servir les intérêts de sa patrie. Il ne semblait rien avoir d'intéressant sur lui jusqu'à ce qu'elle remarque une lueur argentée dans la poche intérieure de sa veste. Cela pourrait être intéressant. Elle tendit la main et le sortit, pour disparaître aussitôt de la chambre d'hôtel. Le politicien se réveillerait le matin sans avoir la moindre idée de ce qui s'était passé. Joey Labouche, petit homme de main de la mafia du New Jersey, était bien trop conscient de ce qui lui arrivait. Il avait mérité son surnom en devenant indicateur pour le FBI. Maintenant, il se trouvait à l'arrière du yacht de son ancien ami et patron, Big Tony, qui, avec ses sbires, pointait un Glock sur Joey. À ce moment précis, il regrettait vraiment de ne pas avoir accepté l'offre d'entrer dans le programme de protection des témoins quand on la lui avait proposée. La vie de gangster était tout simplement trop difficile à abandonner. Maintenant, il semblait qu'il allait mourir comme un gangster à cause de cela. Big Tony ne voulait entendre aucune des excuses du mouchard. On lui avait menti et ce minable l'avait trompé pendant des années, partageant sa table tout en le trahissant auprès des fédéraux. C'était une violation répugnante des principes de l'omerta, et pour ce genre de transgression, la seule punition possible était la mort. Joey, espérant encore s'en sortir, tenta de raisonner Big Tony, mais fut accueilli par une pluie de plomb de Tony et ses sbires. Le corps du mouchard s'effondra dans l'océan et coula sous les vagues, tandis que l'eau autour de lui devenait rouge. Une fuite de plus venait d'être colmatée, même si cela faisait toujours souffrir Big Tony d'exécuter un homme qu'il considérait autrefois comme l'un de ses meilleurs amis. Il n'y a pas d'honneur entre voleurs. Alors que Big Tony s'apprêtait à ordonner à ses sbires de faire demi-tour vers le port le plus proche du New Jersey, il aperçut quelque chose briller au soleil en voletant vers lui. Instinctivement, étant un homme qui avait toujours pris ce qu'il voulait dans la vie, il tendit la main et l'attrapa, pour disparaître aussitôt du yacht sous les yeux ébahis de ses sbires. Mais les gangsters n'étaient pas les seuls à attendre une surprise. 150 ans plus tôt, 2 cow-boys fines gâchettes étaient sur le point de prouver que cette petite ville n'était pas assez grande pour eux deux. Devant le saloon Snakebite, ils avaient les mains nerveuses au-dessus de la crosse de leur revolver. Cette rivalité couvait depuis des années, et au fond d'eux, ils savaient tous qu'elle finirait inévitablement ainsi. Ils avaient appartenu à des gangs différents, volé du bétail, rançonné des diligences, puis, plus tard, des trains. Ils s'étaient aussi fait perdre de l'argent dans des combines de jeux. Ils avaient été rivaux en amour, se disputant des femmes dont ils étaient tous deux tombés amoureux. Lors de précédentes fusillades, ils avaient même tué les amis l'un de l'autre. Pour que cette longue vendetta cesse, il faudrait que l'un d'eux verse son sang. Mais lequel des deux serait-ce? Qui prouverait qu'il est la gâchette la plus rapide de l'Ouest? Au moment décisif, alors que les 2 cow-boys se fixaient dans les yeux, ils ont dégainé leurs armes. Seul un colibri aurait pu voir les moindres détails. Les deux ont dégainé, mais un seul des 2 revolvers a tiré. Un cow-boy tomba, une balle dans le cœur, un filet de sang coulant sur sa chemise alors qu'il s'effondrait au sol, l'obscurité l'envahissant. Le cow-boy survivant s'approcha et jeta de la poussière sur ses bottes. Un vieux rituel de duel chez les cow-boys, un signe de respect qui permettait à l'âme du tireur mort de monter au paradis. Dans la mort, leur querelle pouvait enfin s'apaiser. Mais le cow-boy remarqua quelque chose d'étrange sur la botte gauche de son ennemi mort. Quelque chose semblait dépasser du talon. Un papier aluminium argenté et scintillant.
La curiosité l'emportant, il se pencha pour le ramasser, et aussi vite, il disparut. D'un vide situé quelque part en dehors du temps et de l'espace, 7 personnes apparurent soudainement. Le pilleur de tombes, la femme guerrière, Jack l'éventreur, le mime de rue parisien, l'hirondelle, Big Tony et le cow-boy. Aucun d'entre eux n'avait aucune raison de se connaître, séparés par le temps, l'espace et leur mode de vie. Et pourtant, ils étaient tous là, debout ensemble dans l'obscurité. Avant qu'ils ne puissent se demander ce qui se passait, les lumières s'allumèrent, révélant qu'ils étaient tous dans un lieu inimaginable. L'intérieur de ce qui ressemblait à une immense usine, mais c'était une usine comme aucun d'entre eux n'en avait jamais vu. Une attaque technicolore contre les sens, comme le vomi que vous produiriez après avoir mangé 5 paquets de Skittles et avalé le liquide de plusieurs bâtons lumineux cassés. Chaque tuyau sinueux était recouvert de pois ou de rayures façon sucre d'orge. Le sol sous leurs pieds était un gazon synthétique rose et moelleux. Tout autour d'eux, des machines merveilleuses fabriquaient des jouets et des bonbons impossibles, les envoyant sur des tapis roulants dans des boîtes marquées des mots « Dr. Wondertainment ». De petites créatures à la peau bleue et aux cheveux roses vifs, une sous-espèce humanoïde connue sous le nom de Minka Linkas, travaillait avec diligence pour que les boîtes soient bien scellées et expédiées. Puis, dans un nuage de fumée violette, un homme théâtral vêtu d'un manteau rouge, coiffé d'un haut de forme noire, tenant une canne et portant un monocle, apparut devant les 7 étrangers rassemblés. Il ôta son chapeau et s'inclina devant ses invités, se présentant comme le fantasque, farfelu et merveilleux Wondertainment. Et il avait réuni ces 7 personnes exceptionnelles ici pour une raison bien précise. Pour leur faire visiter de fond en comble son usine unique en son genre de jouets et de bonbons anormaux, car ils avaient tous eu la chance de trouver l'un de ces fameux tickets d'argent spéciaux. Ils avèrent des questions, mais le Dr. Wondertainment leur demanda de les garder pour la fin, car il y avait beaucoup à découvrir. Afin d'apaiser la confusion de chacun d'avoir été arraché à son contexte social et historique particulier, il leur proposa un bol de délicieux bonbons roses pour les faire patienter, une offre à laquelle ils consentirent d'abord à contre-cœur. Mais dès que chacun d'eux goûta réellement ces incroyables bonbons, ils ne purent s'empêcher d'en reprendre une deuxième, puis une troisième, et même une 4e fois. Pendant ce temps, le Dr. Wondertainment leur demanda nerveusement d'y aller doucement, et de garder de la place pour les nombreuses autres friandises à goûter pendant la visite. Mais il était déjà trop tard. Alors que le Dr. Wondertainment s'apprêtait à chanter une chanson sur le pouvoir de l'imagination, coécrite avec Brian Eno et répétée depuis des semaines, les propriétés anormales des bonbons affectèrent les 7 malheureux invités. S'ils en avaient pris un seul, oui, ils auraient vu de la mousse parfumée au chewing-gum rose s'échapper des pores de leur abdomen, de leurs bras et de leur dos. Et oui, cette mousse aurait été produite à partir de leur sang, mais cela ne leur aurait pas causé de réels dommages. Cependant, une mort par perte de sang survenait chez 95% des sujets lorsqu'ils consommaient 4 bonbons ou plus, comme le Dr. Wondertainment s'en rendit rapidement compte lorsque les 7 invités qu'il avait rassemblés à travers le temps et l'espace commencèrent à s'effondrer sur l'herbe artificielle. C'est pourquoi la Fondation a ordonné le confinement de ce bonbon, désigné SCP-1079, aussi appelé bonbon bain de bulle du Dr. Wondertainment. Le Dr. Wondertainment regarda les 7 cadavres exsangues étendus devant lui et poussa un soupir. Quel gâchis de 7 tickets. Aïe! Le garçon dans le bus se retourne. Quelqu'un lui a-t-il arraché un cheveu? Il regarde autour, mais la fille derrière lui regarde par la fenêtre. Elle est si discrète et reste dans son coin, il ne pense pas que ce soit elle. Le garçon se retourne, se demandant s'il a juste imaginé cela, sans voir le petit sourire qui se forme sur le visage de la fille. Le bus s'arrête, et la fille descend presque en courant et remonte le trottoir jusqu'à sa maison. Elle passe devant sa mère sans dire bonjour et va directement dans sa chambre, fermant et verrouillant la porte derrière elle. Elle s'assoit à son bureau, ouvre un tiroir et sort un petit sac. Elle plonge la main dans le sac et en sort une feuille de papier pliée. Félicitations pour l'achat d'un espionne indiscrète. Vous aimez quelqu'un mais il ne vous remarque pas? Vous voulez savoir ce qu'il dit sur vous derrière votre dos? Ne vous posez plus la question. Grâce à ce produit fantastique, vous pouvez suivre chacun des mouvements de vos proches, chaque mot qu'ils prononcent. La fille s'imagine en train d'observer une version miniature du garçon dans le bus, juste ici sur son bureau, voyant tout ce qu'il fait, écoutant ses pensées et désirs secrets. Si elle le connaissait mieux, elle aurait assez confiance en elle pour lui parler et pourrait faire en sorte qu'il l'aime autant qu'elle l'aime. Elle plonge la main dans le sac et en sort la petite espionne indiscrète.
Ça n'a pas l'air de grand-chose, juste une petite poupée faite d'une longueur de ficelle rouge tressée et torsadée. Elle relit les instructions. Il suffit de prendre un cheveu de la personne désirée, de le glisser sous un fil de notre espionne, puis de voir ce que tu as manqué. La fille plonge la main dans sa poche et en sort un seul cheveu. Elle tient le cheveu à la lumière, le regardant. Si cela fonctionne, tous ses rêves deviendront réalité. Selon les instructions, elle glisse le cheveu sous un fil sur le corps de la poupée. Elle pose la poupée sur son bureau et attend. Et elle attend, et rien ne se passe. Elle reprend les instructions, les retourne, mais il n'y a rien d'autre à part un autre produit merveilleux offert par blabla blabla blabla. Où étaient les autres instructions pour la faire fonctionner? Pourquoi la poupée ne s'animait-elle pas? Quel tas de ferraille! Attends. Qu'est-ce que c'était? La fille se penche tout près. La poupée respire-t-elle? Elle sursaute lorsque la poupée tourne la tête par-dessus son épaule, semblant la regarder droit dans les yeux, ou plutôt la transpercer du regard. « J'arrive, maman !» crie la poupée avant de se lever. Elle commence à marcher sur place, comme si elle ouvrait des portes invisibles, puis elle s'assoit sur une chaise qu'elle ne voit pas. On dirait qu'elle fait semblant de dîner. Les yeux de la fille s'écarquillent. La poupée est vivante. Elle est vraiment vivante. Elle montre en fait ce que le garçon est en train de faire en ce moment. Le vilain espion a marché. La fille est fascinée par la poupée qui lui montre la vie de son béguin. Elle saute son dîner pour le regarder finir le sien. Elle l'observe pendant qu'il s'assoit, sûrement devant la télévision, prend une douche et se prépare à dormir. Ce n'est peut-être qu'une petite poupée qui rejoue la scène, mais elle a l'impression d'être avec lui. Elle observe la poupée dormir des heures, puis finit par s'endormir, la tête sur le bureau près de lui. Le lendemain matin, elle passe devant le garçon et son ami assis ensemble dans le bus et va tout au fond. Elle s'enfonce autant que possible dans le siège pour que personne ne la voie et sort la poupée, la portant à son oreille. Elle n'écoute qu'un seul côté de la conversation pendant que le garçon parle du film d'action qu'il a regardé la nuit dernière, Arme d'extinction massive. Le garçon explique combien il l'a aimé et en a fait son film préféré. C'était parfait, exactement ce qu'il lui fallait. Le lendemain à l'école, le garçon range ses affaires quand la fille s'approche. Elle fait semblant de trébucher et laisse tomber ses livres qui se dispersent devant lui. Le garçon l'aide à ramasser ses livres et remarque le DVD qu'elle a laissé tomber, Arme d'extinction massive. Elle dit avoir apporté son film préféré à l'école pour le prêter à une amie. Quelle coïncidence qu'ils aiment le même film. Grâce à leur passion commune pour les films d'action de science-fiction à petit budget, le garçon et la fille passent de plus en plus de temps ensemble. Personne ne l'a jamais compris comme elle le fait. Elle a l'impression de le connaître depuis toujours, alors qu'ils sont amis depuis peu. Les choses avancent vite, et il réalise rapidement qu'il éprouve des sentiments pour la jeune fille. C'est tout ce que la jeune fille avait toujours voulu, et tout cela grâce au vilain harceleur. Les choses vont tellement bien, en fait, qu'elle imagine qu'elle n'en aura même plus besoin très longtemps. Mais alors, un événement étrange survient. Elle est certaine d'avoir entendu le garçon dire à son ami qu'il aimait le baseball, mais quand elle propose d'aller à un match, il la regarde comme si elle était folle. Il détestait le baseball. Après cela, les choses semblaient changer. Le garçon reste gentil avec elle, mais maintenant, on dirait qu'il parle d'elle dans son dos. Elle s'inquiète d'avoir eu tort tout ce temps, qu'il ait simplement joué avec elle. Cette poupée stupide ne réalise pas ses rêves. Elle fait de sa vie un cauchemar. Mais attends, à qui le garçon parle-t-il? Elle se penche pour écouter. Est-ce qu'il est avec une autre fille? En n'entendant qu'un côté de la conversation, elle entend le garçon dire que tout cela est une blague faite à une fille stupide. Est-ce qu'il... Non, ce n'est pas possible. Ils s'embrassent? La fille, folle de rage, ne croit pas qu'il ait pu lui faire ça alors qu'elle a toujours été parfaite avec lui. Elle lance la poupée et décide d'affronter le garçon et la personne avec qui il est. Elle va lui donner une leçon. Elle va leur donner une leçon à tous les deux. La pluie commence à tomber alors que la fille sort son vélo et commence à rouler vers l'endroit où elle sait qu'il se trouve, l'endroit qui était censé être leur lieu spécial à eux. Des voitures passent tout près d'elle sur la route étroite et l'éclaboussent, mais elle s'en fiche. Elle arrive au lieu du pique-nique où il l'a emmenée il y a seulement quelques jours et aperçoit une voiture garée à côté. Elle pense que c'est la voiture de la séductrice avec lui. La fille lance un regard noir à la voiture, serrant les dents jusqu'à croire qu'elles vont se fendre. Ses poings sont tellement serrés qu'elle ne sait pas si c'est la pluie ou le sang que font couler ses ongles en s'enfonçant qu'elle sent couler le long de ses paumes. Mais elle s'en moque. Elle va leur montrer ce qui arrive quand on brise un cœur.
Elle fait un pas vers la voiture et la voiture qui l'a percutée freine brusquement. Le conducteur sort et se précipite vers elle. C'est le garçon, celui qu'elle aime. Le couple âgé arrêté sur le bord de la route avec un pneu crevé accourt pour aider. Le garçon s'agenouille à côté d'elle et pose sa tête sur ses genoux. Et ils ont un dernier moment pour se regarder dans les yeux avant que la lumière ne s'éteigne dans les siens. Malheureusement pour tous ceux qui étaient impliqués, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Mais comment auraient-ils pu savoir qu'ils étaient les victimes d'une rencontre avec une anomalie qui, bien que petite, est extrêmement dangereuse? Une anomalie connue de la fondation SCP sous le nom de SCP-693, le harceleur malicieux. SCP-693 sont plusieurs poupées de forme humanoïde, mesurant environ 18 cm de long, chacune fabriquée à partir d'une seule ficelle de couleur rouge, bleue, jaune ou noire, avec des perles d'onyx pour les yeux. Leurs vêtements diffèrent en couleur et en style, sans affecter les propriétés de la poupée. La poupée en ficelle se comportera exactement comme on pourrait s'y attendre, ne montrant aucune propriété anormale, jusqu'à ce que le propriétaire suive les étapes décrites dans les instructions qui accompagnent toujours SCP-693. La feuille d'instruction félicite le propriétaire pour l'acquisition de son harceleur espiègle et explique que, pour l'utiliser, il faut insérer un seul cheveu d'une autre personne dans une boucle de sa ficelle. À ce moment-là, la poupée s'accordera à cette personne. La poupée prendra alors vie, imitant en temps réel les actions du propriétaire du cheveu, y compris sa parole. La poupée incarnera parfaitement la personne à laquelle elle est accordée pendant 9 jours, après quoi elle deviendra peu fiable. La manière exacte dont SCP-693 commence à modifier la parole et les actions dépend de la couleur de sa ficelle de base, mais dans tous les cas, son objectif final est de pousser le propriétaire actuel de la poupée à la mort. SCP-693 procède ainsi en fournissant des informations inexactes à son propriétaire. Les poupées en ficelle rouge incitent leur propriétaire à des accès de rage croissants. Celles en ficelle bleue cherchent à le plonger dans la dépression et l'automutilation. Les poupées jaunes incitent à leur propriétaire à tenter des gestes intimes non désirés, tandis que les noires les poussent à des activités et situations dangereuses. Fait intéressant, SCP-693 va s'accorder non seulement aux vivants, mais aussi aux défunts. Mettre les cheveux d'une personne, vivante ou décédée, dans une boucle de ficelle permet au vilain harceleur de prendre vie. Mais au lieu d'imiter la parole et les mouvements de la personne, la poupée accordée prétendra être la personne décédée et proposera de servir de guide spirituel au propriétaire. Mais tout comme avec une personne vivante, au bout de 9 jours, SCP-693 deviendra peu fiable et tentera de conduire le propriétaire sur une voie menant à sa mort. Lorsqu'une instance de SCP-693 parvient à causer la mort de son propriétaire, une nouvelle poupée apparaîtra et sera retrouvée sur le corps du propriétaire. Plusieurs de ces poupées ont été récupérées sur des victimes de poursuivants malicieux, et actuellement, la Fondation possède 7 instances rouges, 10 instances bleues, 5 instances jaunes et une instance noire. Toutes les instances de SCP-693 détenues par la Fondation étaient initialement classées comme sûres et conservées dans le casier de confinement 12CK, mais à la suite des événements de l'incident 693-E, cette classification a été réévaluée. Lors de cet incident, un chercheur a replacé une poupée de poursuivant malicieux dans son casier, mais, distrait et en violation des protocoles, il a oublié d'en retirer les cheveux. À la réouverture du casier, toutes les poupées avaient été déplacées. Elles ont été retrouvées en cercle autour de la poupée encore liée par erreur, qui avait été crucifiée tête en bas sur le mur du casier. On ignore d'où les poupées ont obtenu des clous. Après cet incident, une caméra a été placée à l'intérieur du casier, et les résultats ont été pour le moins surprenants. Il s'avère que les instances de SCP-693 prennent vie lorsqu'elles ne sont pas observées, même lorsqu'elles ne sont pas liées. Bien qu'elle n'ait pas été vue commettre de violence entre elles, la caméra a montré les poupées, poursuivants malicieux semblant rejouer sans cesse les 30 dernières minutes de vie de leur précédent propriétaire. Suite à cette nouvelle information, toutes les poupées, poursuivants malicieux, ont été déplacées dans leur propre conteneur en acier de 25 par 25 par 25 cm à l'intérieur du casier de confinement, et leur classification a été élevée à Euclide. SCP-693 est l'une des rares anomalies dont la Fondation sait en réalité assez bien d'où elle provient, et elle a également été très facile à découvrir. À condition qu'il ne s'agisse pas d'une tromperie, les instructions qui accompagnent chaque instance de SCP-693 sont assez explicites quant à leur provenance. Après avoir félicité le propriétaire pour son acquisition et expliqué comment fonctionne la poupée, les instructions se terminent en vantant le Naughty Stalker comme un autre produit merveilleux offert par l'usine.
Pour ceux qui ne le savent pas, l'usine est un lieu ayant un long lien avec la Fondation, bien que les détails à ce sujet devront attendre une autre exploration de dossier. Tout ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que l'usine produit une énorme quantité d'anomalies, et il semble que SCP-693 en fasse partie. Il existe des théories selon lesquelles les poupées auraient pu être produites comme outils d'espionnage, mais quant à la raison pour laquelle leur objectif principal semble être de pousser leur propriétaire à la mort, eh bien, cela, nous ne le savons tout simplement pas. Le Classe D court à travers les couloirs d'une épicerie vide, entourée uniquement par l'obscurité. Il tourne à chaque coin, cherchant une porte. Mais il n'y a que des allées sans fin et de longs murs vides. Nulle part où aller, nulle part où fuir. Derrière lui, il entend un bruit doux, humide et gargouillant. Il se retourne, les yeux écarquillés d'horreur, et quelque chose l'entraîne vers le bas, à travers le plancher, étouffant ses cris. La journée touche à sa fin, le soleil disparaît derrière l'horizon, tandis que les familles de la petite ville font la vaisselle après le dîner, déposant leurs assiettes sales dans l'évier et commençant à se détendre pour la soirée. Pour les rares personnes ayant un travail de bureau ici, la journée s'arrête à 17 heures, il ne leur reste plus qu'à se reposer jusqu'au lendemain matin. Mais pour les employés qui travaillent de nuit dans l'épicerie locale, cruellement en sous-effectif, la journée est loin d'être terminée. La fermeture a lieu à 22 heures, puis il faut nettoyer, fermer pour la nuit et finalement, heureusement, pointer en partant. Une jeune employée observe l'horloge à travers ses paupières lourdes, prêtes à se fermer. Elle n'aurait pas dû prendre ce service. Enchaîner 2 services aujourd'hui était trop ambitieux et elle sent l'épuisement la gagner, menaçant de l'entraîner dans un sommeil inopportun pendant ses heures de travail. Il est presque 8 heures, il ne reste plus que quelques heures à tenir, elle peut y arriver. Habituellement, elle parlerait avec ses collègues, mais beaucoup sont absents pour maladie aujourd'hui. Il n'y a qu'elle et une caissière, qui est en pause depuis bien plus longtemps que les 15 minutes prévues. Donc en réalité, il n'y a qu'elle. Elle s'occupe en rangeant des pots de beurre de cacahuètes, regardant les secondes défiler. Encore une partie de la journée de travail qui s'est écoulée. Encore une partie de ses soi-disant vacances d'été envolées. Mais chaque heure travaillée, c'est plus d'argent à la banque, plus dans le fonds de voyage qui la sortira de cette ville et l'emmènera vers quelque chose qui pourrait vraiment la rendre heureuse. Elle doit juste économiser assez, affronter ces journées monotones et le même carrousel de visages qui se répète encore un peu plus longtemps. Alors, tout cela en vaudra la peine. Elle tente d'oublier que ses collègues plus âgés, présents depuis 10 ans, disaient la même chose sur eux-mêmes. Ils pensaient partir dans 1 ou 2 ans, mais ce n'est pas arrivé. Ils emballent toujours les courses pour leurs voisins et anciens camarades, observant les secondes passer sur la vieille horloge sale. Alors qu'elle se penche pour prendre un bocal, quelqu'un parle soudain derrière elle. Quelqu'un lui demande s'il peut l'aider à trouver quelque chose. Surprise, elle se retourne brusquement, fait tomber le bocal qui se brise au sol, répandant du verre et du beurre de cacahuète sur le sol. Il n'y a personne. Elle pense qu'elle imagine des choses. Mais en lui tournant le dos, elle l'entend encore. Elle se retourne plus vite cette fois, espérant les surprendre en flagrant délit. Cette voix lui est étrangement familière. Un autre collègue serait-il enfin arrivé ? Non, ce n'est pas un de ses collègues. Soudain, alors qu'elle entend la voix parler à nouveau, lui demandant si elle veut un sac en papier ou en plastique, son estomac se noue. Elle comprend maintenant. La voix, c'est la sienne. C'est ça, elle est trop épuisée pour continuer à travailler. Il n'y a aucun client dans le magasin, alors elle va aller en salle de repos pour essayer de reprendre ses esprits. En s'y dirigeant, elle réalise soudain qu'elle ne trouve pas la porte. La porte de la salle de repos est là, mais où est la sortie ? La porte qu'elle franchit chaque jour avant de pointer. Les portes vers lesquelles elle court en fin de service, menant à la liberté et à la maison, lui rappellent qu'elle est une personne, pas seulement une suite infinie de tâches sans sens. D'une manière ou d'une autre, la porte a disparu. Non, ce n'est pas possible, les portes ne disparaissent pas ainsi. Elle s'est perdue, elle l'a égarée. Elle parcourt le magasin, décidée à trouver la porte. Mais elle n'y arrive pas, la porte semble vraiment avoir disparu. La sueur commence à perler sur son front, ses mains tremblent alors qu'elle refait sans cesse le même chemin. Ce n'est pas un magasin particulièrement grand, elle ne peut pas être perdue. Non, c'est simplement son pire cauchemar qui se réalise. Elle ne pourra jamais rentrer ni pointer en sortant. Elle va rester au travail pour l'éternité. Sa bouche devient sèche, elle a du mal à avaler, du mal à reprendre son souffle alors que sa respiration devient plus courte, teintée de panique. C'est une situation impossible, mais elle sait simplement que c'est fini, qu'elle ne rentrera plus jamais chez elle.
En même temps, elle n'a jamais autant désiré quelque chose au monde que de sortir d'ici le plus vite possible. Si elle ne le fait pas, elle pourrait mourir ici. Elle s'est promis de ne jamais mourir dans cette ville. En arpentant les allées, elle perçoit de faibles chuchotements, comme des gens cachés parlant d'elle à voix trop basse pour qu'elle comprenne. À quelques allées de là, elle entend un cri soudain et perçant. Y a-t-il quelqu'un d'autre piégé ici avec elle? Elle suit le bruit jusqu'à l'allée 3, mais lorsqu'elle regarde dans l'allée, il n'y a personne. Du moins, au début, il n'y a personne, jusqu'à ce qu'elle regarde par terre. Là, sur les carreaux jaunis, une main pâle et translucide sort du sol. Le carrelage autour d'elle scintille et ondule comme de l'eau calme troublée par un caillou. La main se tend vers le haut, de plus en plus haut, s'étirant vers elle. Elle sent qu'il veut qu'elle tende la main pour la saisir, mais cette idée la dégoûte. Cette main ne peut pas appartenir à quelque chose d'humain. Alors, à la place, elle se retourne et s'enfuit dans la direction opposée, ne s'arrêtant que lorsqu'elle entend le sang battre dans ses oreilles et qu'elle sent un goût de métal au fond de sa bouche. Alors que son pouls s'apaise et son cœur ralentit, elle entend un autre son qui le relance. Un long bruit lent et traînant, comme si quelqu'un tirait quelque chose de lourd sur le sol. Ça cogne, puis ça traîne encore. Il y a aussi un autre bruit, un son humide et forcé, comme un mélange d'eau qui bouillonne dans un drain et de quelqu'un qui a du mal à respirer. Chaque fibre de son être lui hurle de fuir, de sortir de là tout de suite, mais elle ne peut pas bouger ses pieds. Le bruit se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce que tout devienne soudainement noir. Si quelqu'un passait devant l'épicerie à ce moment-là, il entendrait un cri interrompu par un gargouillement humide. Le lendemain matin, le gérant trouve son corps toujours allongé là, dans la même allée. Le magasin ferme quelques semaines plus tard, pour ne jamais rouvrir. SCP-3182 est une épicerie abandonnée dans la ville de Denton, dans le Missouri, qui présente un certain nombre de phénomènes anormaux pendant l'heure comprise entre 19h52 et 20h52 chaque jour. Cette plage horaire est appelée un événement DIMOS. Les événements DIMOS ont commencé à se produire après la fermeture du magasin, qui est attribuée à une combinaison d'une récession économique et de la mort tragique d'un employé à temps partiel de 17 ans. Lors d'un événement DIMOS, aucune source extérieure de lumière visible ne pénètre dans le magasin. Les personnes présentes à l'intérieur pendant l'événement insisteront sur le fait que toutes les sorties et entrées ont disparu, empêchant quiconque de sortir ou d'entrer. Il convient de noter que les enregistrements vidéo de SCP-3182 lors des événements DIMOS montrent que les portes ne mènent en réalité nulle part, ce qui indique que SCP-3182 affecte la perception et l'état mental des personnes concernées plutôt que l'environnement lui-même. Certains des effets anormaux mentionnés ci-dessus incluent un sentiment soudain, accablant mais inexplicable de détresse ou de tristesse, un ressentiment intense envers la ville de Denton, dans le Missouri, la réminiscence soudaine de souvenirs appartenant à d'anciens clients de SCP-3182, un sentiment de danger imminent et le désir d'agir pour l'éviter ou y échapper, et un désir extrême de quitter la zone, même s'il est impossible de le faire. Ces effets se produisent principalement à proximité de l'allée 3 du magasin. En plus des phénomènes émotionnels et psychologiques, il y a également eu des signalements de gémissements et de cris désincarnés, l'apparition d'apparitions humanoïdes et le bruit de quelque chose de lourd traîné sur le sol. Afin d'obtenir une compréhension plus approfondie de SCP-3182 et de ses événements DIMOS, le chercheur Dr Gradian a supervisé une série de tests sur place. Le sujet de classe D 132 449 a été sélectionné pour le premier test, au cours duquel il a été placé dans l'ancienne salle de repos de SCP-3182 et a reçu l'instruction d'y rester pendant toute la durée de l'événement DIMOS. Il était équipé d'une caméra et d'une oreillette afin de permettre une communication bidirectionnelle entre lui et le Dr Gradian. Au début, l'attitude de D-132 449 était décontractée, voire joyeuse, car il exprimait son soulagement de n'avoir rien d'autre à faire que de rester assis sur une chaise pendant 1 heure. Mais après 7 minutes et 32 secondes, il a commencé à se sentir tout à fait différemment. Le sujet de classe D, anxieux, a dit « Il faut que je rentre chez moi », puis s'est corrigé en précisant qu'il retournerait en cellule après le test. 22 minutes et 19 secondes se sont écoulées, et D-132 449 est devenu de plus en plus mal à l'aise, demandant au Dr Gradian s'il pouvait entendre un bruit étrange. Le bruit n'a pas été détecté sur le flux vidéo, mais D-132 449 a insisté sur le fait qu'il pouvait entendre quelque chose et a remonté la source du son jusqu'au micro-ondes cassé posé sur une table à proximité. D'aussi près, le flux vidéo a capté le son, un doux gargouillement provenant de l'intérieur du micro-ondes fermé.
Le docteur Gradian a conseillé que le sujet de classe D évite le micro-ondes et regagne sa place. L'homme a refusé, insistant pour savoir ce qui arrivait au micro-ondes. Le gargouillement s'intensifia et le docteur Gradian insista plus fermement pour que le sujet de classe D n'ouvre pas le micro-ondes. Mais l'homme n'a pas écouté. Il a ouvert le micro-ondes et la vidéo est devenue noire. Les restes de DD 132 449 ont ensuite été retrouvés dans tout le système de plomberie du SCP-3182. L'inspection du micro-ondes de la salle de repos a révélé un liquide noir visqueux, extrait puis transporté vers un site proche de la fondation. L'analyse du liquide a révélé qu'il était génétiquement identique à plusieurs centaines d'anciens et actuels habitants de Denton, Missouri. Lors du test suivant, D342 089 a reçu l'instruction d'examiner l'allée 3 pendant un événement d'IMOS. Il a d'abord commencé dans la salle de repos. Avant le test, le docteur Gradian a conseillé à l'homme d'éviter de chercher l'origine de tout gargouillement entendu. D342 089 a demandé pourquoi, mais le docteur Gradian a esquivé la question, demandant plutôt au sujet de classe D d'avancer vers l'allée 3. À mi-chemin, il s'est arrêté, remarquant les mots « Sors d'ici tout de suite » gravés sur le mur au-dessus de l'entrée principale. Le sujet de classe D a fait remarquer que cela serait impossible, étant donné l'absence de porte dans le SCP-3182. Il ignorait tous les rappels du docteur Gradian signalant qu'il y avait des portes dans le bâtiment, notamment celle par laquelle il était entré. Alors que DD342 089 s'avançait plus loin dans le magasin lugubre et sombre, presque à la fameuse allée 3, le docteur Gradian s'enquit de son état mental. Mis à part l'atmosphère, qu'il jugeait sacrément effrayante, DD342 089 ne rapporta aucun effet mental indésirable. Avant qu'il ne puisse en dire plus sur ce qu'il ressentait, cependant, il découvrit rapidement qu'il n'était pas seul dans le magasin. Une silhouette, de forme humanoïde féminine, se tenait de l'autre côté de l'allée 3. Elle portait une chemise simple et un jean évasé, et si on la regardait rapidement, elle pourrait passer pour une fille ordinaire. Mais ce n'était pas le cas. Alors que le sujet de classe D la fixait, il pouvait voir son visage passer de traits humains ordinaires à une imitation déformée d'un visage, les yeux, le nez et la bouche se déplaçant et dérivant vers des configurations anormales. Lorsqu'elle leva la main, il put voir qu'il s'agissait d'une masse informe, sans doigts. C'en était trop pour D342 089. L'homme paniqué fouilla sur l'étagère à côté de lui, cherchant une arme de fortune. Il prit une boîte en carton, prêt à la lancer sur l'apparition. En réponse, elle secoua la tête rapidement, ses traits déformés figés dans une expression de terreur. Elle ouvrit la bouche et le bruit de centaines de caisses enregistreuses s'ouvrant en sortit. Elle secoua plus vivement la tête, tentant de transmettre un message crucial au sujet de classe D. Il refusa d'écouter l'apparition ou le docteur Gradian, qui l'avertissait de ne rien faire d'imprudent. Mais il fit bel et bien quelque chose d'imprudent. Il jeta la boîte de toutes ses forces sur l'entité et entendit alors un léger gargouillement derrière lui. Puis, comme auparavant, la vidéo s'est interrompue. Après la conclusion de l'événement d'IMOS, D342 089 a été retrouvé vivant dans une benne à ordures à l'extérieur du SCP-3182. Cependant, il lui manquait quelque chose. Sa peau. Une enquête à l'intérieur a révélé que le message qu'il avait vu écrit sur le mur avait complètement disparu après l'événement. Lors du troisième test, D3221 a été placé dans l'allée 3 et a reçu l'ordre d'y rester pendant toute la durée de l'événement d'IMOS. Comme les autres de la classe D, elle portait une caméra et une oreillette. Au début de l'événement, elle a signalé qu'elle avait extrêmement froid. Le docteur Gradian lui a suggéré de rester aussi calme que possible. Elle a refusé en insistant sur le fait qu'elle devait partir au plus vite. En se retournant pour partir, l'apparition était de l'autre côté de l'allée. Encore une fois, elle a répété « Il faut que je sorte d'ici tout de suite. Il faut que je sorte d'ici tout de suite. » En réponse, l'apparition acquiesça d'un signe de tête. Le docteur Gradian a rappelé à la classe D que SCP-3182 ne lui permettrait pas de partir et elle a répondu « Il faut que je sorte d'ici tout de suite, sinon je finirai comme elle. » Lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer davantage, la classe D, terrifiée, a insisté sur le fait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle disait. C'était comme si on lui enfonçait les mots dans la bouche, dans l'esprit. Elle se dirigea vers l'entrée lorsqu'un bruit doux et gargouillant retentit soudainement. Le docteur Gradian lui a ordonné de s'arrêter et elle s'est figée. Lorsqu'elle s'est assez calmée pour obéir, on lui a demandé de se tourner vers l'apparition, ou, comme disait le docteur Gradian, le fantôme.
Quand elle a croisé le regard du fantôme, il secouait frénétiquement la tête, les yeux écarquillés de peur. Le sol sous le fantôme ondulait comme un liquide. Le gargouillement s'intensifia jusqu'à ce que des bras humains surgissent, attrapent le fantôme et l'entraînent sous le plancher, hors de vue. Le fantôme gesticula frénétiquement vers les sorties, hurlant avant de disparaître sous le plancher. Le gargouillement cessa, le sol redevint immobile, et tout fut silencieux pendant un instant. Puis, DD 693 221 fut de nouveau en pleine panique, répétant sans cesse « Il faut que je sorte d'ici tout de suite ». Elle répéta cela sans arrêt pour le reste de son enregistrement vidéo, courant frénétiquement à travers SCP-3182 hurlant et cherchant désespérément une sortie. Le docteur Gradien tenta de la guider pour la calmer d'une manière ou d'une autre, mais c'était comme si elle n'entendait pas un mot de ce qu'il disait. Elle était perdue dans la terreur, perdue dans l'obscurité. Après la fin de l'événement Deimos, DD 693 221 a été retrouvé en bonne santé et indemne, du moins physiquement. Aucun test n'était prévu ensuite, et elle a reçu un traitement amnésique avant d'être réintégrée à la population carcérale avec une peine réduite. Alors que la femme anciennement connue sous le nom de DD 693 221 poursuivait sa vie, l'équipe de recherche a examiné les enregistrements de son test. Un chercheur a analysé un tatouage distinct visible sur l'un des bras spectraux qui s'élevèrent du sol, et l'a identifié comme étant celui d'un homme appelé Colin Mathers. Mathers est l'ancien responsable du SCP-3182 et n'a aucune raison de se manifester sous la forme d'un bras fantomatique dans son ancien lieu de travail abandonné, étant donné qu'il est toujours en vie et, autant que l'on sache, parfaitement ordinaire. C'est-à-dire absolument pas un fantôme. Une enquête plus approfondie sur l'apparition de la jeune fille a été menée, comprenant une série d'entretiens avec d'anciens habitués et employés du SCP-3182. Beaucoup de personnes interrogées ont raconté avoir observé des activités anormales bien avant la fermeture du magasin, notamment une entité invisible qui imitait leur voix. Ce détail particulier a incité l'équipe de recherche à effectuer un test supplémentaire. DD 442 099 a été envoyé dans SCP-3182 placé dans l'allée 3, et on lui a demandé d'y rester et de tenter de communiquer avec les entités présentes à l'aide d'un détecteur EVP développé par la Fondation. Il convient de noter que les versions civiles de cette technologie sont bien moins efficaces. Tout d'abord, DD 442 099 a commencé par un simple « Bonjour ». La réponse enregistrée par le détecteur EVP était un mélange de voix masculine et féminine, au moins 3, disant « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Ensuite, il a demandé « Pouvez-vous me comprendre ?» Les entités ont répondu « Ce sera incompréhensible ». Il a enchaîné avec « Pouvez-vous me dire à quoi vous ressemblez ?» Cela a semblé provoquer une réaction plus émotionnelle, et le détecteur de PVE a capté environ 7 voix humaines mêlées disant « Regarde-moi, cet endroit m'a détruit. J'aurais dû m'installer à Jefferson quand j'en ai eu l'occasion. » Où es-tu maintenant ? A entraîné plus de 25 voix disant « Un jour, j'aurai assez d'argent. Je quitterai cet endroit. » La réponse à « Quel est ton nom ?» était trop brouillée pour être comprise, car plus de 70 voix ont répondu en même temps. « S'il vous plaît, je ne comprends pas », fut accueilli par un doux gargouillement soudainement interrompu. « Je ne veux pas mourir ici », sembla attirer l'attention du seul fantôme féminin, car une voix féminine solitaire répondit « Tu dois partir d'ici tout de suite. » « Puis-je vous aider ?» demanda le sujet de classe D. La même voix féminine répondit, semblant tendue et effrayée. « S'il vous plaît, partez d'ici tout de suite. » Sa voix s'interrompit brusquement. « Bonjour », le sujet de classe D a appelé. Il n'y eut pas de réponse. « Bonjour », demanda-t-il de nouveau. La seule réponse fut ce même gargouillement doux. Puis il dit encore une chose. « Je ne veux pas mourir dans cette foutue ville. » La réaction enregistrée fut un rire tonitruant et cacophonique appartenant à un chœur de plus de 10 000 voix. Le bruit était presque assourdissant. Du personnel de la Fondation en civil est posté à l'extérieur de SCP-3182 chargé d'empêcher tout civil d'entrer dans les lieux. Les civils posant plus de questions doivent recevoir la version officielle selon laquelle la structure est instable. Toute personne témoin d'un événement Deimos doit être localisée et recevoir des amnésiques adaptés à son exposition. Comme la ville de Denton est relativement isolée, toute personne affectée devrait être facile à retrouver. Aucun membre du personnel de la Fondation n'est autorisé à entrer dans SCP-3182 pendant un événement Deimos. Tout test effectué pendant un événement Deimos doit être approuvé par au moins un membre du personnel de niveau 3. Cependant, si un membre du personnel signale entendre un léger gargouillement à l'intérieur du bâtiment, il doit immédiatement quitter les lieux.
SCP-3182 est un mystère tragique, un vestige abandonné et en décomposition d'une ville imprégnée de misère. Comme la ville elle-même, il est rempli de peur et d'incertitude, avec un sentiment omniprésent de désespoir, d'absence d'issue lors des moments les plus sombres. J'ai entendu de temps en temps l'expression « boulot sans avenir » et je pense qu'elle s'applique assez bien dans ce cas. Ceux qui travaillaient à SCP-3182 lorsqu'il était ouvert semblaient remplir l'endroit de tant de misère, de tant de crainte et de ressentiment qu'une chose anormale a commencé à prendre racine. Quelque chose, pendant 1 heure par jour, rend ces peurs réelles. Les gens dans SCP-3182 pensaient que c'était une impasse, un endroit où les espoirs et les rêves venaient mourir. Et maintenant, c'est le cas. Nous sommes le 3 décembre 1999. C'est un jour qui a commencé comme les autres. Mais pour une famille, il se terminera par une tragédie inimaginable et un mystère dont ils ne trouveront peut-être jamais la réponse. Un jeune homme visite sa famille à Key West, Floride, pour les vacances d'hiver. Il est en première année d'université. Même si une partie de lui a le mal du pays, il a failli ne pas revenir du tout. Les relations entre le jeune homme et son père sont tendues ces derniers temps. Son père lui en veut toujours d'avoir postulé dans des universités hors de l'État. Beaucoup se réjouiraient que leur enfant soit accepté dans une université à New York, mais le père du jeune homme reste moins optimiste. Il pense que son fils n'y recevra pas une bonne éducation et n'apprendra que des idées libérales inutiles, sans utilité pour trouver un bon emploi. Le fils n'est pas du même avis. Il étudie les sciences de l'environnement, un domaine qui le passionne, bien que moins lucratif que l'immobilier de son père. Il aimerait que ses parents fassent plus d'efforts pour le comprendre. Sa mère a fait des efforts, il faut l'admettre. Elle l'a beaucoup interrogé sur ses rencontres et ses matières à l'université. Elle lui répète qu'il doit faire plus d'efforts avec son père. C'était son idée de prendre l'avion de son père. Le jeune homme se serait contenté d'une partie de pêche. Il aimait pêcher avec son père enfant, et cela faisait longtemps qu'il n'était pas retourné sur l'eau. Il a toujours été un passager nerveux, même prendre l'avion pour rentrer de New York l'angoissait. L'idée de monter dans le cockpit exigu du Cessna 182 Skyline de son père lui donne carrément la chair de poule. Son père affirme qu'il est ridicule de craindre l'avion et que voyager par les airs est statistiquement plus sûr que la conduite. Mais malgré tout, le jeune homme ne peut s'empêcher de penser que si un avion aussi petit s'écrasait au-dessus de l'océan, il y a une chance que personne ne découvre jamais ce qui s'est passé. Malgré sa nervosité, le jeune homme pense à quel point cela ferait plaisir à sa mère de savoir que lui et son père passent enfin du temps ensemble à nouveau. Même si, de son point de vue, c'est son père qui est déraisonnable. Mais le jeune homme est fatigué et il ne va pas rester longtemps à la maison. Alors il se dit que, pour l'instant, il sera plus simple de faire ce que ses parents lui demandent. Le jeune homme et son père montent dans l'avion. Son père lui détaille toutes les caractéristiques de l'avion, raconte où il l'a acheté, comment il a eu une grosse réduction et combien de fois il l'a utilisé. Le jeune homme hoche la tête, tentant de paraître intéressé. Heureusement, lorsqu'il décolle, le moteur est assez bruyant pour qu'il ne puisse pas vraiment tenir une conversation sans devoir crier. Le plan est de voler vers l'est au-dessus de l'Atlantique jusqu'aux Bahamas, faire le plein, puis revenir. Le voyage durera au plus quelques heures, ou un peu plus, s'il se promène avant de faire le plein. Le vol est calme, et le père du jeune homme se révèle être un bon pilote. L'océan défile en dessous. Parfois, le jeune homme voit des bateaux sur l'eau, en dessous, mais difficile de distinguer les détails à cette hauteur. Le ciel est totalement dépourvu de relief, sans un seul nuage en vue. Au début, le jeune homme s'ennuie, mais lorsque l'avion commence à survoler certaines des petites îles qui composent les Keys de Floride, il commence à comprendre pourquoi son père aime autant piloter. L'Overseas Highway, l'énorme réseau de ponts qui relie les Keys au continent, ressemble à une bande de papier, et les voitures qui y circulent ressemblent à des fourmis. Le père du jeune homme lui dit que voler est idéal pour se changer les idées, et que passer son brevet de pilote a été sa meilleure décision depuis sa retraite. Le jeune homme dit à son père qu'il est content pour lui. À sa grande surprise, son père lui répond qu'il est heureux pour lui aussi, tant qu'il est certain que le chemin qu'il a choisi lui apportera un vrai bonheur. À présent, l'avion survole la pleine mer. Cela fait un moment, probablement une demi-heure, depuis qu'ils ont vu une île pour la dernière fois. L'horizon s'étend devant eux, là où le bleu vif du ciel rencontre le bleu profond de l'océan Atlantique. Le père du jeune homme vérifie son cap pour s'assurer qu'ils sont toujours sur la bonne route vers leur destination. Tout semble bien se passer. Peut-être que ce sera finalement un bon voyage de retour à la maison.
Ce que le jeune homme et son père ne peuvent pas savoir, c'est qu'ils ne sont pas aussi seuls dans ce vaste ciel bleu qu'ils le pensaient. Soudain, l'avion tremble, comme s'il était secoué par de fortes turbulences. Cela ne devrait pas arriver. En fait, il n'y a aucun moyen que cela puisse arriver. Le contrôle du trafic aérien n'a donné aucune indication qu'il y avait des systèmes de basse pression sur leur radar. Avant de quitter Key West, le père et le fils ont vu, selon la météo, qu'aucun nuage ni cellule orageuse n'était signalé sur des kilomètres. Pourtant, en regardant par la fenêtre, le jeune homme aperçoit de sombres nuages gris menaçants approcher de l'avion. Les nuages sont si énormes qu'il se demande comment personne n'a pu les voir arriver. Alors que la tempête se rapproche, il peut voir ce qui ressemble à des éclairs, mais quelque chose ne va pas. En tant qu'étudiant en sciences de l'environnement, il a étudié la façon dont les tempêtes se déplacent dans certains de ses cours. Il en sait assez pour reconnaître que quelque chose ne va pas. Ce nuage d'orage se déplace trop vite, de façon anormalement rapide. Mais ce qui le trouble encore plus, c'est qu'alors que son père tourne l'avion pour l'éviter, le nuage se déplace avec eux. C'est comme s'il était attaché à l'appareil, les poursuivant, refusant de les laisser s'échapper. Un énorme grondement de tonnerre retentit. Le père de l'homme lui dit qu'ils doivent trouver un endroit pour atterrir dès que possible. Son petit Cessna ne tiendra pas face à une telle tempête, surtout en pleine mer. Les vents de la tempête secouent l'avion comme de forts courants, obligeant l'homme et son père à lutter contre la nausée à chaque chute. L'avion gronde et gémit tellement que le jeune homme craint qu'il ne se désintègre. Par la fenêtre, tout ce que les deux hommes peuvent voir, c'est du gris, alors que le nuage d'orage les rattrape et engloutit complètement l'avion. Selon la carte, une île se trouve près de leurs coordonnées. S'ils contactent le petit aéroport local par radio, ils ont une chance. Le père allume la radio et envoie un appel de détresse. Mais quelque chose ne va pas. La radio ne capte que des parasites. L'homme tente sans relâche d'envoyer un signal de détresse, espérant contacter quelqu'un pour les aider à atterrir avant qu'il ne soit trop tard. Mais tous ces appels restent sans réponse. Puis son fils pointe du doigt le tableau de bord de l'avion et il se rend compte qu'il n'y a pas que la radio. Tous les instruments du Cessna s'affolent. La boussole tourne follement, tout comme l'indicateur de vitesse verticale et l'altimètre. Même la jauge de carburant commence à bouger rapidement de haut en bas. Les lumières du cockpit clignotent, puis s'éteignent complètement. L'avion n'a plus aucune alimentation électrique. Le jeune homme et son père se préparent au choc, attendant l'impact. Mais il n'arrive jamais. La mère du jeune homme attend que son fils et son mari reviennent. Ce n'est pas dans leurs habitudes de rentrer tard, et lorsqu'elle entend le grondement lointain d'une tempête au-dessus de l'océan, elle commence à s'inquiéter. Elle appelle l'aéroport, et à son grand effroi, elle découvre que l'avion de son mari n'est jamais revenu. Le père et le fils sont tous deux portés disparus. Les recherches durent plusieurs jours, mais les gardes-côtes ne trouvent pas le moindre débris. Les proches de la femme tentent de la réconforter en continuant à dire que son mari et son fils sont portés disparus, mais elle juge cela trop optimiste. Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive, et quand cela se produit, les personnes impliquées ne réapparaissent généralement jamais. Piloter un petit avion est dangereux. Son mari en était conscient en s'y lançant. La femme ne peut s'empêcher de se blâmer pour la disparition de son fils et de son mari. C'était son idée qu'ils partent ensemble. Elle avait constaté leur éloignement et pensé qu'un voyage en avion au-dessus de l'océan serait une bonne occasion de se rapprocher. Si elle n'avait pas été aussi insistante, ils seraient peut-être encore tous les deux en vie. La disparition de cet avion n'était la faute de personne. Les forces de la nature restent imprévisibles, même pour les aspects que nous pouvons expliquer. Quand la nature devient anormale, elle est plus mortelle. Et il n'y a pas de meilleur exemple de cela que SCP-605, le nuage orageux prédateur. SCP-605 est une grande entité aérienne composée d'une matière gazeuse qui ressemble à la vapeur d'eau constituant un nuage d'orage. Malgré sa taille immense qui empêche de le contenir, la Fondation le surveille constamment et fait tout pour éloigner le public et garder son existence secrète. La Fondation a mis en place une équipe de suivi qui reste en permanence à moins de 15 km de la créature au cas où elle montrerait des signes d'activité. À l'état dormant, SCP-605 est transparent et difficile à détecter à l'œil nu. Il se déplace lentement et semble tourner autour d'un territoire défini, se déplaçant entre les Bermudes, Porto Rico et le sud de la Floride. Si cette zone vous semble familière, c'est probablement parce que le territoire du SCP-605 porte un surnom bien plus célèbre, le Triangle des Bermudes.
Le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable, est généralement considéré par les vrais croyants comme la zone comprise entre Miami, les Bermudes et San Juan, ce qui correspond justement aux limites observées du territoire du SCP-605. Bien que l'entité n'ait pas été correctement répertoriée avant les années 1950, les archives des autorités locales suggèrent que le SCP-605 pourrait être actif dans la région depuis des siècles. Soit cela, soit il existe toute une lignée de créatures atmosphériques qui vivent dans la région depuis la nuit des temps. Personnellement, je ne sais pas laquelle de ces possibilités je trouve la plus inquiétante. La première disparition mystérieuse couramment liée au triangle des Bermudes fut celle de l'USS Pickering, qui disparut sans laisser de traces en 1800. Parmi les autres cas notables figurent l'USS Wildcat en 1824 et l'USS Cyclops, qui a quitté la Barbade en mars 1918 avec 306 membres d'équipage et passagers pour disparaître quelque part dans le triangle alors qu'ils se rendaient à Baltimore. Peut-être le cas le plus célèbre fut le vol 19, une escadrille de 5 bombardiers torpilleurs disparus lors d'une mission d'entraînement au-dessus des quais de Floride. Les transmissions radio faisaient état de compas défectueux et de phénomènes étranges, qui, selon des sources classifiées, étaient en réalité causés par le SCP-605. Au fil des années, la Fondation SCP a supprimé toute connaissance sur la véritable nature de la créature en diffusant de nombreuses fausses explications, aussi bien fantastiques que scientifiques, auprès du grand public. Celles-ci incluent fantômes, enlèvements extraterrestres, anomalies magnétiques, bulles soudaines de méthane modifiant la densité de l'eau et diverses théories liées à la cité perdue de l'Atlantide. L'idée que l'Atlantide ait quoi que ce soit à voir avec le triangle des Bermudes est bien sûr ridicule. Comme nous le savons tous, SCP-5525 ne se trouve absolument pas dans cette zone particulière de l'océan Atlantique. Lorsque SCP-605 entre dans son état actif, il ressemble à un immense front orageux qui poursuivra et engloutira tout bateau ou avion se trouvant dans son territoire. Pendant ce processus, tout équipement électrique ou instrument de navigation à bord devient incontrôlable, donne de fausses indications ou tombe en panne. Ensuite, une fois que le navire ou l'aéronef est entièrement enveloppé par SCP-605, il est consumé et disparaît complètement. On ignore actuellement comment la créature parvient exactement à faire cela, car sa physiologie s'est révélée remarquablement difficile à étudier. Dès que SCP-605 a fini de se nourrir, il retombe immédiatement en dormance, disparaissant de la vue et devenant presque impossible à détecter avec n'importe quel instrument scientifique. À ce stade, il restera en dormance pendant plusieurs années, parfois des décennies. Ce que nous avons découvert, cependant, c'est qu'après un repas, il y a une augmentation minime mais détectable de la masse de l'entité. Des études supplémentaires sont nécessaires en attente de l'approbation du Conseil O5, mais ces données semblent confirmer que SCP-605 consomme effectivement les engins qu'il engloutit. Mais quelle que soit la nourriture dont SCP-605 a besoin, elle provient de l'engin lui-même, pas des personnes à l'intérieur. Ainsi, lorsque l'entité est en état de chasse, la Fondation parvient généralement à l'apaiser en lui offrant un aéronef sans pilote. Cela amène SCP-605 à replonger en dormance. C'est la meilleure méthode trouvée par la Fondation pour limiter les victimes civiles ou militaires dans le triangle des Bermudes. Même si nous avons une assez bonne idée de la façon de garder SCP-605 docile, beaucoup de choses concernant cette anomalie atmosphérique restent un mystère total. Sa nature éphémère la rend difficile à étudier, donc il est impossible de savoir d'où elle vient ou si elle souhaite autre chose que d'engloutir de temps en temps un avion ou un bateau. Donc, même si nos recherches indiquent qu'à l'heure actuelle, SCP-605 est unique en son genre, la possibilité que d'autres êtres de ce type existent n'est pas totalement nulle. Après tout, traverser l'océan loin des côtes est une affaire dangereuse, et des avions ainsi que des navires disparaissent encore chaque jour. Une femme se réveille un matin ensoleillé à Midland, au Texas. C'est son jour de congé, elle choisit d'en profiter pour accomplir les tâches qu'elle repoussait depuis longtemps. Elle s'habille, se lave les cheveux et se prépare à se servir un bon bol de céréales. Mais en ouvrant le réfrigérateur, elle constate qu'il n'y a plus de lait et doit s'en occuper tout de suite. Elle sort par la porte d'entrée et remarque un papier sur son paillasson. Elle ramasse le prospectus annonçant l'ouverture d'un nouveau supermarché en ville avec un bon de réduction pour du lait. Quelle chance! La femme va en ville, impatiente de découvrir le nouveau magasin. Elle gare sa voiture et s'approche du bâtiment lorsqu'un inconnu surgit devant elle, tenant une assiette d'échantillons gratuits. Il porte l'uniforme d'un employé de supermarché, mais a la carrure et la coupe d'un soldat. Il sourit, explique qu'il travaille pour un magasin concurrent et montre un bâtiment en face.
Il est certain que tout ce qu'elle pense pouvoir trouver dans ce magasin, elle peut l'obtenir dans celui d'en face pour moins cher et de meilleure qualité. Elle remarque la désespérance troublante sur le visage du vendeur. Quelque chose dans son discours lui donne l'impression d'être en danger. Elle décline poliment, mais il insiste avec des offres et des rabais jusqu'à ce qu'elle se mette à l'abri dans le nouveau supermarché. Les carreaux propres sous ses pieds et les néons bourdonnants au-dessus lui semblent si familiers, mais aussi étrangement étrangers. Il y a quelque chose dans cet endroit qui ne va pas. Mais elle a besoin de lait, alors elle avance dans les allées, s'enfonçant plus profondément dans le magasin. Elle entend des bruits étranges et regarde derrière elle. L'allée du pain avait-elle toujours été derrière elle? Elle était sûre de venir de quitter le rayon viande et poisson. Où gardait-il le lait ici? Parfois, un bruit étrange se fait entendre dans le magasin autour d'elle. Ça ressemble presque à des bruits de pas, mais pas tout à fait, plutôt comme des griffes qui tapotent sur les carreaux. Est-ce qu'elle est seule ici? En y repensant, elle ne se souvient pas avoir vu quelqu'un depuis son arrivée. Il y a quelque chose de profondément étrange dans cet endroit, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle avance, soudain le sol s'effondre sous ses pieds, les carreaux se séparent avec un vrombissement d'engrenage tandis qu'une trappe s'ouvre. En un instant, elle tombe dans l'obscurité. En tombant, elle aperçoit la lumière blanche illuminer le bord d'un objet métallique aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Dans le magasin au-dessus, on entend le cri d'une personne et un doux bruit de métal transperçant la chair, suivi du gargouillement du sang, puis la trappe se referme. Une voix métallique retentit dans le système de sonorisation et dit « Nettoyage au rayon 6 ». La femme ne sera plus jamais revue. Ce qui semble à première vue être un supermarché indépendant à Midland, au Texas, renferme en réalité de nombreux secrets paranormaux étranges et souvent mortels, et cela n'empêche même pas l'endroit d'être un supermarché prospère et populaire. Mais le plus étrange dans tout ça, tout est parfaitement légal. Merci beaucoup. Bienvenue dans « Oui, on va vraiment vous vendre ça », ou comme l'appelle la fondation SCP 4703. L'effet anormal principal entourant SCP 4703 n'affecte pas ses clients, mais bien la légalité même de son existence et de ses opérations. Les anomalies changent les lois pour légaliser tout acte à l'intérieur, même s'il est contraire à l'éthique ou dangereux. Elle adapte fréquemment les lois pour défendre ses intérêts contre les personnes extérieures, et quiconque les enfreint risque des attaques soudaines d'animaux violents, notamment de lions féroces. Voici quelques-unes des choses contraires à l'éthique et dangereuses, mais parfaitement légales, merci beaucoup, qui se passent à l'intérieur de SCP 4703. Les étagères, montées sur de puissants vérins pneumatiques, semblent se déplacer et tourner seules. Même si cela vise à diversifier le magasin et retenir les clients, cela entraîne souvent des blessures graves à cause de ces mouvements brusques. Parfois, ces rangées d'étagères entrent en collision, écrasant tout ce qui se trouve coincé entre elles. Si un enfant se perd ou est séparé de ses parents pendant qu'il se trouve dans le magasin, il est détenu de force. Et le ou les parents ne peuvent récupérer leur enfant qu'en payant immédiatement $47.67 en espèces ou en acceptant de se faire enlever définitivement les sourcils par épilation définitive des sourcils au laser. Il y a également plusieurs dizaines de mécanismes de trappe cachés sous le sol à différents endroits du bâtiment, chacun étant déclenché par une condition étrange et arbitraire, comme dire le mot mercredi ou ne pas dire le mot mercredi. Les conditions de déclenchement sont mises à jour chaque jour et affichées sur le site web du magasin dans plusieurs langues mortes, dont le latin, le grec koiné, le phénicien et le punique. Chaque trappe donne sur un puits profond rempli de dangers variés, pointes, paillettes ou serpents toxiques. Oui, il s'agit bien de toxiques et non de venimeux. Les serpents ne sont dangereux que lorsqu'ils sont consommés, mais leur attrait rend difficile de leur résister. Une section à l'extrémité opposée du magasin est indiquée « Affamé d'économie et de réduction chez Bestias », où tous les produits sont derrière une clôture et également soldés à 70% ou plus. Cependant, les produits sont gardés par pas moins de 15 lions affamés. Des cannes à pêche, pinces télescopiques et drones de la marque du magasin sont proposés à la location pour récupérer des articles à distance, mais à un coût nettement supérieur. Vous devrez donc affronter les lions pour profiter de ces offres. Il y a aussi environ 5% de chances que le caissier vous demande un baiser sur les lèvres après le passage en caisse. Si vous refusez, il brûlera vos achats devant vous et vous ne serez pas remboursé. Si vous les embrassez, il y a une chance sur 3 que le caissier ait une toxine anormale sur les lèvres qui vous fera mourir sur le coup. Et chaque jour, à un moment arbitraire entre 15h et la fermeture, les lions seront libérés de la section des promotions pour errer dans le magasin et seulement 2 caisses resteront ouvertes.
Tous les articles seront gratuits pendant cette période, mais ils devront être scannés un par un. La Fondation SCP explore actuellement les liens entre SCP-4703 et deux autres anomalies, comme SCP-2030 et SCP-1459. La première est l'émission de caméra cachée maudite Laugh is Fun. La seconde, un distributeur effrayant qui tue des chiots et donne divers biscuits en échange. Alors, si c'est si dangereux, pourquoi la Fondation SCP ne bloque-t-elle pas simplement l'accès à « Oui, nous allons vraiment vous vendre ça ». Malheureusement, à cause de l'effet juridique anormal créé par SCP-4703, la Fondation ne peut pas simplement faire irruption ou contenir physiquement le bâtiment. Alors, à la place, ils essaient de détourner autant de clients que possible de SCP-4703. Pour ce faire, la Fondation a ouvert un supermarché concurrent de l'autre côté de la rue, appelé Superprix Compétitif SARL. Sheldon M. Katz Esquire est un avocat de la Fondation SCP et un bureaucromancien, un tomatomiste expert dans l'art d'interagir avec des SCP anormalement bureaucratiques. Et il dirige les efforts de l'équipe juridique de la Fondation pour lutter contre le SCP-4703. Démêler les chevaux juridiques complexes autour du SCP-4703 est, après tout, un travail à plein temps. Dans la note suivante, M. Katz a tout fait pour exprimer l'ampleur du problème qu'il rencontre. Il écrit « La lutte contre les anomalies juridiques du SCP-4703 est une priorité absolue pour notre département, et nous faisons tout notre possible pour résoudre cette affaire de manière à minimiser les pertes humaines et les préjudices économiques. Nous avons reçu un nombre important de demandes concernant le mécanisme de la légalité incontestable du SCP-4703. Malheureusement, il n'existe pas de réponse simple. La loi est un concept humain. Elle existe sur le papier car nous l'écrivons et en pratique car nous l'appliquons. En général, nous interprétons et appliquons la loi à travers l'analyse de la sémantique, de l'intention et du précédent. Pourtant, les dangers bureaucratiques comme SCP-4703 ne reposent pas nécessairement sur de telles choses. En fait, la loi telle que la plupart la connaissent a très peu à voir avec la question. Même si la comparaison n'est pas parfaite, on pourrait dire que la loi ordinaire est à la loi anormale comme l'arithmétique à l'algèbre. Les deux relèvent des mathématiques, mais la seconde est plus abstraite. Imagine que Timmy et Sally ont chacun 2 pommes. Si Timmy donne ses pommes à Sally, elle aura 4 pommes. Mais non, elle en a 10. Comment est-ce possible? Sally recompte les pommes et rejoue la scène encore et encore, mais il n'y a pas d'erreur. 2 et 2 font 10. C'est un fait incontestable. Même irrationnel, les anomalies sont factuelles, il faut l'accepter pour développer une méthodologie de contre-mesure. Une fois que Sally accepte que ses 4 pommes sont devenues 10, elle réévalue sa base et décide de recompter les pommes en base 4. Soudainement, les 10 pommes deviennent 1 0 en base 4. Un 0 équivaut à 4 en base 4, soit le nombre correct de pommes. Eureka! Sally ramasse encore 4 pommes, ce qui porte le total à 20, soit 2 0, soit 8, ce qui confirme que son nouveau paradigme correspond à l'anomalie. La forme suit la fonction selon la fonction de la forme, et enfin, tout a un sens. En réalité, tout cela n'a pas de sens. Une réalité ordonnée ne devrait pas confondre concret et abstrait. Si vous avez d'abord perçu une somme dénombrable de 10 pommes en base 10, alors le nombre équivalent de pommes en base 4 devrait être 22. Changer votre point de vue subjectif sur un résultat ne modifie pas les matériaux physiques de l'équation. Nous vivons dans une réalité très capricieuse qui peut, sur un coup de tête, permettre à une jeune fille de manier des pommes affranchies des lois de la thermodynamique. Cette explication est bien sûr insuffisante, mais j'espère qu'elle vous aidera un peu à comprendre pourquoi le service juridique est actuellement occupé à une refonte complète du droit des sociétés du Texas dans un système sémiologique quaternaire. Ce serait déjà un exploit, même pour les meilleurs bureaucromanciens, et la tâche est compliquée par l'ajout de clauses de contingence contre les schémas factuels conscients d'eux-mêmes qui continuent à légitimer l'apparition de lions enragés dans ma foutue salle de bain. Merci, chers collègues, pour votre patience et coopération pendant que nous cherchons une solution. La Fondation mène actuellement une attaque en 3 volets contre les forces du SCP-4703. Le premier volet est le magasin concurrent de Super Competitive Prices LLC. Le deuxième volet porte sur les efforts constants de M. Katz et son équipe contre les problèmes juridiques mineurs du SCP-4703. Le troisième concerne de l'infiltration et de l'espionnage purs et simples. Bien sûr, en passant derrière les lignes ennemies, il est crucial de choisir le bon agent pour la mission. On ne peut pas envoyer n'importe qui dans une situation aussi stressante, surtout en tenant compte de la nature en constante évolution des conditions du SCP-4703. La Fondation SCP savait qu'elle n'aurait peut-être qu'une seule occasion d'envoyer l'un des siens dans le bâtiment, puis de l'en faire sortir. Pour cette mission, ils ont choisi l'agent de terrain Félicité Blandina, nom de code Karen de la justice. Blandina était très qualifiée pour cette mission.
Les tests de personnalité menés pour évaluer la loyauté des agents ont montré que Blandina était l'une des agentes les plus obtuses et sans vergogne de la Fondation. Lors des déjeuners de groupe, il a souvent été signalé que Blandina renvoyait ses plats en cuisine si elle les jugeait insatisfaisants. Les analystes cybersécurité de la Fondation ont repéré plusieurs publications de Blandina sur divers réseaux sociaux où elle mentionnait directement des marques et les critiquait pour la médiocrité de leurs produits ou services. Bien que ces qualités aient fait d'elle une terreur pour le personnel du service client de sa région, elles ont fait de Blandina la candidate idéale pour contourner la forteresse bureaucratique du SCP-4703. Seule l'agente de terrain Félicité Blandina en serait capable. Elle a été envoyée dans le bâtiment avec un coupon expiré, en prétendant être une cliente mécontente. Elle a parlé à un vendeur du magasin, Daniel Paulson, qui lui a expliqué que son coupon était refusé car valable uniquement pour les bénéficiaires ayant subi une castration rituelle par le personnel du SCP-4703. Voyant qu'agent Blandina ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour subir une telle procédure, Paulson a généreusement proposé de lui offrir une opération gratuite pour lui faire greffer les attributs adéquats, bien que trouver un donneur adéquat prendrait probablement plusieurs mois. L'agent Blandina, suivant les instructions de la Fondation, n'a pas été convaincu par cette offre. Elle a insisté, d'abord en le culpabilisant avec des histoires larmoyantes sur ses enfants, puis sur son combat de toujours contre l'astigmatisme, allant même jusqu'à menacer Paulson de violence. Finalement, elle a porté le véritable coup de grâce en exigeant de parler aux responsables. Paulson, visiblement réticent, accepta et mena l'agent Blandina à une porte près de l'entrée. Celle-ci ouvrait sur un escalier sombre menant vers le bas. En bas, ils découvrirent une salle de repos qui ressemblait à un dortoir dans un camp de prisonniers de guerre, rempli de hamacs occupés par des employés dormant inconfortablement. Paulson informe l'agent Blandina que des employés du magasin, auparavant de simples civils exploités via des failles juridiques, vivent désormais à plein temps dans le magasin. Certains étaient restés après la fermeture, devenant alors la propriété du magasin pour au moins 1 an. Paulson lui-même avait participé à une tombola pour une greffe d'ABS et avait finalement gagné une servitude au SCP-4703 qu'il ne pouvait légalement refuser à cause des puissantes lois anormales du magasin. Paulson et l'agent Blandina descendirent plus profondément dans la zone du personnel, passant devant 11 portes sans nom avant de s'arrêter devant la 12e et dernière porte. Elle ouvrit la porte et vit des étagères, des boîtes empilées à l'intérieur. L'agent Blandina exprima son incrédulité à l'idée que le directeur du magasin soit gardé dans un placard à fournitures au sous-sol. Mais Paulson insista sur le fait qu'il s'agissait bien du bureau du directeur, et, ce faisant, il tira sur une ficelle reliée au plafond. Le mur de boîte s'ouvrit au centre, telle une porte secrète, dévoilant un grand fauteuil de direction tourné vers le mur opposé. Tout en continuant à prétendre qu'elle voulait simplement une réduction, l'agent Blandina poursuivit et s'approcha du fauteuil. Elle le fit pivoter pour mieux voir le directeur et se retrouva face à un cadavre desséché, sans yeux et avec toutes ses dents arrachées, la bouche grande ouverte dans un cri silencieux et éternel de terreur. Paulson identifia cet homme comme Monsieur Venancio Aruspis, le directeur du SCP-4703. Paulson aurait confié à l'agent Blandina que son patron était déjà un cadavre, mais cela allait à l'encontre du règlement. L'agent Blandina soupira et grommela. « Je sens que j'aurais dû m'y attendre. » Paulson confirma à l'agent Blandina qu'elle pouvait faire sa réclamation et que le propriétaire finirait par l'entendre. D'après ce que Paulson avait compris, le corps connu sous le nom de gérant agissait presque comme une sorte de téléphone, transmettant les messages au propriétaire. Le propriétaire répondait ensuite par des messages faxés et cachés à l'intérieur des boîtes de céréales, qui servaient de seule source de nourriture au personnel piégé à l'intérieur. Ce cauchemar kafkaïen ne cessait de s'aggraver, mais l'agent Blandina refusait d'abandonner aussi facilement. L'agent Blandina lui a demandé de préciser l'état exact du directeur. Paulson a répondu « Je sais qu'il est notre directeur légalement. Je sais ce qu'il est. L'un de nous doit toujours lui dire bonne nuit et l'embrasser à la fermeture. Je sais que si on lui dit quelque chose, le propriétaire est au courant, mais le propriétaire semble de toute façon tout savoir de ce qui se passe ici, donc je ne peux pas être certain que ce soit lié. Quoi d'autre? Je sais qu'il est vide ou creux. En fait, creux est probablement un meilleur mot. » L'agent Blandina s'est penché davantage pour comprendre Paulson et fit une découverte terrifiante. Le directeur n'était pas un cadavre entier, ce n'était que de la peau desséchée, une enveloppe soutenue d'une manière ou d'une autre pour prendre la forme d'un cadavre. Quand l'agent Blandina a demandé pourquoi Paulson disait « creux » au lieu de « vide », il a répondu que c'était car on entendait parfois un bruit venant de l'intérieur de cette enveloppe de peau. L'agent Blandina a sagement refusé de mettre son oreille près de la bouche béante et édentée du directeur et a plutôt glissé le micro dissimulé qu'elle portait jusqu'à la gorge de l'enveloppe. Avant que Paulson ne puisse commenter la situation, des sirènes et alarmes ont retenti autour d'eux.
Paulson a paniqué, criant que les lions approchaient et qu'il devait vite se mettre à l'abri. Heureusement, l'agent Blandina a pu s'échapper avec seulement des blessures mineures, mais peu de temps après son évasion, la légalité du SCP-4703 a de nouveau été restructurée pour interdire aux non-employés d'entrer dans les zones réservées au personnel. L'audio qu'a enregistré l'agent Blandina à l'intérieur du corps du directeur a également été analysé par des experts de la Fondation, et ils ont découvert qu'en accélérant le son de 75%, il devenait indiscernable d'un rire humain. En raison de la nature extrêmement étrange de cette anomalie et de ses procédures de confinement, même selon les normes de la Fondation SCP, les classes et désignations appliquées au SCP-4703 sont tout aussi étranges et complexes. La connaissance du dossier et de l'anomalie est limitée, avec des accès restreints de niveau 2. En raison de l'immense difficulté à garder le SCP-4703 caché ou confiné, à cause de sa situation juridique unique, il a reçu la classe d'objet Keter. C'est alors que les choses deviennent plus étranges. Le magasin SCP-4703 possède une rare classe d'objets secondaires, truculents. Cette classification est probablement inconnue de la plupart, mais elle est utilisée dans la situation spécifique où un objet est imprévisible et souvent transformateur, et où les mesures de confinement doivent être constamment mises à jour et évoluer afin de répondre à ses besoins de confinement. Il détient la classe de perturbation niveau 3 ou clinique, indiquant un potentiel de perturbation moyen, probablement limité à une zone locale. Et enfin, il possède la classe de risque avertissement, ce qui signifie qu'il présente un risque élevé pour tous ceux qui interagissent avec lui, avec la possibilité de causer des dommages graves, y compris la mort. Cependant, légalement, en raison d'une odeur émise par le cabinet d'avocats travaillant en association avec SCP-4703, je suis obligé de vous dire que c'est principalement parce que les offres chez Yo allaient vraiment vous vendre cela. Elles sont tout simplement à tomber par terre, ce qui est parfaitement légal. Merci beaucoup. Il est tard dans la nuit, et vous conduisez sur un tronçon désert d'autoroute quelque part au Nouveau-Mexique. Il n'y a rien ici à part vous, votre voiture et la route. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes sur le point de faire une rencontre. Quelque chose. Terrifiant. Il n'y a pas de lune, et le ciel est d'un noir absolu. Votre voiture éclaire à peine la route sombre devant vous. À ce moment, vous voyez quelque chose dans votre rétroviseur. C'est une paire de phares. Il n'y a rien de vraiment étrange à leur sujet, sauf qu'ils sont particulièrement lumineux. Vous êtes si habitué à l'obscurité que vous détournez le regard. Lorsque vous jetez un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur, vous voyez qu'ils sont plus proches. Beaucoup plus proches. Ils doivent aller sacrément vite. Vous ignorez pourquoi, mais la voiture derrière vous vous met mal à l'aise. Quelque chose ne va pas. Vous accélérez un peu. Peut-être pourrez-vous creuser un peu l'écart, mais les phares continuent de se rapprocher. Alors vous accélérez encore un peu plus. Pourtant, ils gagnent du terrain et prennent de plus en plus de place dans votre rétroviseur. Vous devenez nerveux. On dirait qu'ils foncent droit sur vous. Vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Pourtant, les phares parviennent facilement à vous suivre. Et maintenant, ils sont juste derrière vous. Quelle que soit votre vitesse, ils restent juste derrière vous. Les phares sont si proches et si éblouissants qu'ils vous aveuglent presque. Vous êtes en pleine panique. Que se passe-t-il? Maintenant, les phares font des embardées de gauche à droite derrière vous. Que veulent-ils? Tu prends un virage serré sans clignotant, ils te suivent sans problème. Tu gardes le pied écrasé sur l'accélérateur. Ton moteur hurle, mais il se rapproche de plus en plus. Ils sont juste collés à ton pare-choc. Les lumières blanches te brûlent les yeux. Tu inclines le rétroviseur vers le bas. Tu lèves les yeux juste à temps pour voir le cerf debout au milieu de la route. Tu appuies sur les freins de toutes tes forces. Tes pneus crissent bruyamment dans la nuit et tu te prépares à la fois à percuter le cerf et à te faire emboutir par derrière. Tu t'arrêtes à quelques centimètres du cerf alors qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Les deux phares semblent se séparer, passant de chaque côté de ta voiture. Toi et le cerf vous regardez dans les yeux pendant une fraction de seconde, comme si vous pensiez tous les deux qu'est-ce que c'était. Avant que le cerf ne bondisse dans la nuit. Tu ignores ce qui se passe, mais tu ne vas pas rester là pour le découvrir. Tu mets la voiture en marche arrière, accélères et la fais pivoter à 180 degrés. Tu ne te souviens plus à quelle distance se trouvait la dernière ville, mais il est hors de question que tu partes dans la direction de ces lumières. Tu conduis au plus vite, surveillant sans cesse ton rétroviseur pour vérifier s'il y a quelque chose derrière toi. Rien. Juste l'obscurité. Peut-être que tu es enfin en sécurité. Non, ils sont juste devant toi. Les lumières apparaissent de nulle part, juste devant ta voiture. Tu tournes brusquement le volant pour éviter une collision frontale et tu sors de la route. Ta tête heurte la vitre alors que la voiture se met à tourner, rouler et culbuter.
La voiture s'arrête à une trentaine de mètres de la route, retournée, avec un seul clignotant qui clignote faiblement et éclaire le champ autour. Un seul phare s'approche de la voiture, mais il ne bouge pas comme un véhicule, il se déplace comme un animal. L'accident t'a commotionné et ta vision se trouble. La dernière chose que tu vois, c'est une seconde lumière qui approche. Le lendemain, le shérif local enquête sur le site d'un accident impliquant un seul véhicule. Étrangement, il n'y a pas de corps, seulement quelques lambeaux de vêtements et une paire de chaussures de tennis soigneusement posées contre le plafond de la voiture renversée. Le plus étrange reste les empreintes de mains d'enfants sur la portière sale. Le shérif ne sait qu'en penser. Ce que le shérif ne sait pas, c'est qu'il vient tout juste de tomber sur les conséquences d'une attaque du SCP-745. Une créature étrange et mystérieuse connue sous le nom de phare. SCP-745 est la classification que la Fondation SCP a attribuée à un prédateur nocturne bipède dont le terrain de chasse est un tronçon abandonné d'autoroute dans le nord du Nouveau-Mexique. La caractéristique la plus distinctive de SCP-745 est de loin sa tête, dont le sommet est un sac gonflé de peau translucide. Il n'y a aucun organe sensoriel visible sur la tête et il ne semble pas non plus avoir de crâne solide. Le cerveau de la créature peut être vu directement à travers la peau semi-transparente qui est recouverte d'un réseau d'organes bioluminescents. Ces organes sont capables de produire une lumière constante mesurée entre 1400 et 3200 lumens, ce qui équivaut à des phares au xénon très puissants. On a constaté que l'entité peut changer la couleur et faire clignoter la lumière selon des motifs précis. On suppose qu'elle adopte ce comportement pour se défendre et qu'elle pourrait également l'utiliser pour communiquer avec d'autres membres de son espèce. Le reste du corps du SCP-745 est recouvert d'une peau d'un noir profond et sombre qui semble presque absorber la lumière. Cette caractéristique, combinée à leur protubérance céphalique aveuglante, crée l'illusion d'un point brillant dans l'obscurité. Les entités SCP-745 chassent surtout en duo et privilégient les portions d'autoroute isolées, ce qui fait qu'on les confond souvent avec des phares de voitures venant en face ou approchant. Deux entités SCP-745 sont capables de se déplacer ensemble en parfaite synchronisation, courant en tandem à des vitesses pouvant atteindre 180 km/h. Ensemble, elles ciblent les véhicules isolés qu'elles repèrent sur l'autoroute et commencent à les poursuivre ou à courir directement vers eux, donnant ainsi au conducteur malchanceux l'impression qu'une voiture roulant à grande vitesse s'approche rapidement de lui. Après avoir approché la voiture ciblée, elles tenteront de l'arrêter par tous les moyens, soit en poussant simplement le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté par peur, soit en le faisant carrément quitter la route. Une fois que leur proie s'est arrêtée, a eu un accident ou est autrement immobilisé, le duo cesse de se déplacer ensemble et s'approche de la voiture séparément pour attaquer directement puis consommer les occupants du véhicule. Après une attaque, seuls quelques morceaux de vêtements dans les chaussures de la victime sont retrouvés. En dehors des dégâts subis lors de l'accident, il n'y a jamais aucun autre signe de lutte ou d'effraction. La seule autre preuve retrouvée sur les lieux étant les empreintes de mains enfantines laissées par les petites pattes avant de SCP-745. Étrangement, l'analyse génétique de SCP-745 a montré que, contrairement aux humains, il n'est pas une forme de vie à base de carbone, ce qui rend improbable qu'il puisse se nourrir de chair humaine. On suppose donc qu'il chasserait uniquement pour le plaisir ou pour une autre forme de satisfaction perverse. Cette question reste sans réponse, car il n'existe actuellement aucune observation enregistrée de SCP-745 se nourrissant à l'état sauvage, puisque les attaques réussies n'ont jamais laissé de témoins. Et les spécimens capturés par la Fondation SCP refusent complètement de s'en nourrir. Aucune tanière, aucun nid, ni aucun autre refuge de SCP-745 n'a jamais été trouvé, et la Fondation n'a localisé aucun terrain de reproduction ni aucun jeune spécimen de l'entité. On ignore comment ils se reproduisent, voire s'ils se reproduisent, ni quand ils sont apparus pour la première fois. On sait qu'ils avaient établi un vaste territoire de chasse dans le sud-ouest des États-Unis jusqu'à ce que la Fondation lance un programme pour réduire leur nombre dans les années 1960. L'effort semble avoir réussi jusqu'à présent, et toutes les observations récentes de SCP-745 se limitent à un tronçon précis d'autoroute dans le nord du Nouveau-Mexique. Le SCP-745 a été classé Euclide, et afin de limiter l'exposition potentielle aux civils, la Fondation a acheté les terres entourant l'autoroute, le trafic étant redirigé vers d'autres routes. Les équipes de sécurité de la Fondation, déguisées en agents de la police autoroutière, doivent évacuer tout intrus ou voyageur égaré sur ce tronçon dangereux.
Les équipes de sécurité sont également chargées de tenter de capturer tout spécimen de SCP-745 qu'elles peuvent, et toute créature récupérée, vivante ou morte, doit être placée dans des conteneurs de stockage de classe 3 BCU et transférée au site 17 pour des études complémentaires. Les procédures de confinement permettant de préserver des spécimens vivants sont encore à l'étude, et actuellement, aucun exemple de SCP-745 n'a survécu plus d'une semaine en captivité. Cependant, étant donné qu'aucune nouvelle observation de SCP-745 n'a été signalée en dehors du tronçon isolé et surveillé de l'autoroute. Comme aucun autre signalement de lumière fantôme dans le pays n'a prouvé la présence de SCP-745, ils sont considérés comme effectivement contenus. Pour les amateurs de films d'avant-garde de tout le pays, c'est la veille d'un des jours les plus attendus de l'année. Le début de l'Oddfest, un festival de cinéma prestigieux qui présente des œuvres de certains des noms les plus étranges du cinéma. Maintenant, dans sa 40e année, l'organisation a présenté des films d'artistes et de réalisateurs légendaires. David Cronenberg, Frank Henenlotter, Shion Sono, Julia Ducournau, David Lynch, Panos Cosmatos, les sœurs Soska, Flying Lotus et Lars von Trier. À leur période la plus étrange, avec de nombreux créateurs si obscurs que la plupart des gens ne les connaissent pas. Mais pour les participants de l'Oddfest, ils étaient des dieux faits chair. Bien sûr, l'événement excitant pour une personne peut être un véritable cauchemar logistique pour une autre. Et dans ce cas, ce rôle revient au programmateur, le membre du comité d'organisation de l'Oddfest, chargé de gérer la programmation du festival et de s'assurer que tout se déroule sans accroc. Il est passionné par le fait de présenter ses films à un public qui saura vraiment les apprécier. Mais cela ne rend pas le processus plus facile pour autant. C'est un travail relativement ingrat. Mais il faut bien que quelqu'un s'en charge, non ? Le programmateur brûle l'huile de minuit au Carolina Theater, cinéma historique de Durham, en Caroline du Nord, qui accueille l'Oddfest cette année. Il avait passé la majeure partie de la soirée à discuter de diverses éventualités avec le directeur du théâtre, puis à effectuer les dernières vérifications concernant la programmation et les licences. Tout le travail invisible qui permet à l'Oddfest d'être sûr, amusant et, surtout, légal. Vu la susceptibilité des studios de cinéma au sujet de leur propriété intellectuelle, projeter le mauvais contenu sans toutes les autorisations nécessaires pourrait tourner à la catastrophe pour tous. Ce malheureux programmateur ne se doute pas qu'un autre type de catastrophe est en train de fondre sur lui, une catastrophe qu'un homme de son expérience n'aurait jamais pu anticiper. Vers 2 heures du matin, il entend frapper à la porte de son bureau provisoire. Il sursaute. N'était-il pas le seul dans le bâtiment ? Peut-être que quelqu'un était revenu. Il s'arrête, nerveux, puis lance « Oui, entrez ». La porte grince et une silhouette étrange se penche dans l'entrebâillement. C'est un homme rond et trapu en costume, les cheveux plaqués en arrière par beaucoup de pommade parfumée. Derrière ce petit homme étrange, rappelant au programmateur le pingouin de Danny DeVito dans Batman, le défi, se tiennent 2 grands hommes au visage gris, étrangement similaires. Des jumeaux peut-être ? Le programmeur cligne plusieurs fois des yeux pour vérifier qu'il ne rêve pas, car l'ambiance est devenue très lynchienne. Le petit homme et les 2 grands hommes entrent et s'installent calmement face au programmeur. C'est alors que le programmeur remarque que le petit homme étrange porte une mallette en cuir noir. Il trouve enfin le courage de demander qui sont exactement ces personnes et ce qu'elles font ici la veille du début prévu de l'Oddfest. Le petit homme affiche un large sourire, presque inquiétant, qui fend son visage pâle en 2 et dit, d'une voix étrangement douce, « Nous représentons les braves gens de l'AWCI. » Soudain, le programmeur sent une sueur froide l'envahir. Le groupe AWCI est l'un des principaux bienfaiteurs d'Oddfest. Grâce à leur financement, le festival a pu perdurer ces 20 dernières années, après la disparition des subventions. Le programmeur regrette de n'avoir compris plus tôt que c'était dû au manque de sommeil. Il force alors un sourire amical et accueillant. Il est en présence de gens d'exception. « Bien sûr, » répondit le programmeur, tentant de rester détendu. « Ai-je oublié mes manières ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? Le festival se déroule-t-il à votre convenance ?» Le petit homme pose sa mallette sur la table, la déverrouille et la tourne vers le programmeur. À l'intérieur, il y a 4 boîtiers de DVD vierges. Le programmeur a soudainement l'impression d'être mêlé à une transaction louche. « Ces 4 courts-métrages, » dit le petit homme. « J'aimerais que vous les projetiez avant 4 de vos films les plus populaires demain. Chacune est d'un mérite artistique considérable. Nous pouvons vous assurer que, si ces nouvelles conditions sont remplies, Oddfest bénéficiera d'un financement nettement supérieur dans les années à venir. Des ordres d'en haut, une offre que le programmateur ne peut refuser. »
Le lendemain, le festival commence. Des milliers de fans enthousiastes du cinéma étrange sont venus de tout le pays et d'ailleurs, tous impatients de découvrir et d'apprécier des films vraiment hallucinants. Mais rien ne peut les préparer à quel point ce qu'ils vont voir aujourd'hui va les transformer. Le public se réunit pour les 4 films les plus populaires du jour et apprend qu'il découvrira en avant-première des courts-métrages exclusifs à l'Oddfest en guise d'apéritif avant les longs-métrages. Cela les excite, tandis que dans les 4 salles principales, les courts-métrages reçus la nuit par le programmateur commencent à être diffusés. Comme on peut s'y attendre d'un tel événement, ces courts-métrages sont étranges, bizarres et peut-être même, pour la plupart, plutôt dérangeants. Mais les expériences les plus dérangeantes ne se révéleraient vraiment qu'après. À la stupeur du programmateur et de ses collègues, une catastrophe frappe le Carolina Theater. Des bagarres éclatent, laissant de nombreuses personnes blessées et ensanglantées. Certains mettent le feu à plusieurs endroits autour du théâtre, brûlant des bobines de films rares et précieux. D'autres se contentent de regarder et de rire aux éclats, apparemment incroyablement amusés par le carnage qui se déroule tout autour d'eux. D'autres sont presque catatoniques, pris d'une terreur inexpliquée, se balançant d'avant en arrière sur le sol, semblant soudainement tellement confus et bouleversés par le monde qui les entoure. Plus inexplicablement, un grand groupe de la salle 4 se précipite dans les toilettes et boit l'eau des WC, le visage déformé par des sourires figés de plaisir. Ce spectacle est si horrifiant qu'on croirait une scène d'un des films les plus sordides du festival. La police de Durham doit mobiliser beaucoup de temps, d'efforts et de personnel pour contenir ce qui devient vite l'émeute de l'Oddfest. Personne ne savait que les effets ressentis aujourd'hui n'étaient qu'un avant-goût des horreurs à venir, car tous ceux ayant vu les courts-métrages ce jour-là ne seraient plus jamais les mêmes. Cela peut sembler être le pire cauchemar d'un cinéphile, mais malheureusement, c'est une dure réalité lorsqu'on a affaire à la SCP-1127, une série de courts-métrages anormaux d'une durée allant de 23 à 42 minutes que l'on pense avoir été créés par des membres d'un collectif artistique anormal connu sous le nom de Sommes-nous cool maintenant. Jusqu'à présent, la fondation SCP a réussi à contenir 4 exemples différents de ces courts-métrages maudits. Les chercheurs et agents de terrain n'excluent pas la présence d'autres cas en circulation, ou que de nombreuses autres copies des films restent encore facilement accessibles au public cinéphile. La raison pour laquelle ces films ont reçu une désignation collective dans les archives de la Fondation plutôt qu'une série de désignations individuelles est que ceux qui ont visionné les films ont signalé d'importantes similitudes stylistiques entre eux, même si le contenu peut varier considérablement. La plupart des séquences de chaque film viennent de sources préexistantes, comme d'autres films, journaux télévisés, documentaires, télévision et images d'archives. Chacun de ces films présente également un personnage narrateur qui donne au film une certaine cohésion thématique. Ces narrateurs interviennent aussi parfois d'une manière ou d'une autre dans les séquences recyclées. Voir ces films entraîne des changements permanents de personnalité et de comportement chez le spectateur, sans traitement efficace connu de la Fondation. Même un traitement amnésique effaçant le souvenir du visionnage ne modifie pas leurs effets. Avant de parler des détails troublants de ces courts-métrages dérangés, j'ai une petite bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma. Premièrement, les effets anormaux ne s'activent que si quelqu'un regarde au total 20 minutes d'un des films. Donc, si vous regardez un film et que vous commencez à reconnaître certains des éléments dont nous allons parler, assurez-vous de sortir immédiatement, vous et toute autre personne présente, avant que les propriétés anormales n'aient la chance d'agir. Aucun effet anormal n'apparaît si l'audio et les images sont consommés séparément. Les films n'agissent que s'ils sont regardés dans leur ensemble. Cela nous amène aux films eux-mêmes, ou du moins à ceux dont nous avons actuellement connaissance, désignés SCP-1127-1, SCP-1127-2, SCP-1127-3 et SCP-1127-4. Chaque film a ses effets anormaux uniques, apparemment influencés par leur contenu. Commençons par les exemples les moins inquiétants avant de plonger progressivement dans des cas plus cauchemardesques, ce qui n'est pas peu dire, étant donné que SCP-1127-1 est narré par un clown nazi. Et non, je n'exagère pas du tout ici. SCP-1127-1 est un film de 23 minutes intitulé « Les clowns ont-ils toujours été jaunes ?» et il a été découvert pour la première fois illégalement intégré dans la pellicule d'un film non anormal projeté dans un cinéma multiplex de New York. Comme je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps, le narrateur de ce film est un homme vêtu d'un uniforme SS de la Seconde Guerre mondiale, fidèle à l'époque, à un détail près. Il a un visage de clown peint avec du maquillage gras. Les images recyclées, en plus des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale, proviennent en grande partie de films traitant des événements et des conséquences de cette guerre tragique et des nombreuses atrocités qui y ont été commises, notamment Le Portier de nuit, le film inédit de Jerry Lewis, Le jour où le clown a pleuré, et même La Mélodie du bonheur.
Le clown nazi se lance dans une diatribe sur la nature de l'humour avant de sortir son pistolet Luger de son étui et de tirer une balle dans la tête de Jerry Lewis. On pourrait croire que ce contenu dérangerait le public, mais ceux qui ont vu ce film le décrivent souvent comme le film le plus drôle qu'ils aient jamais vu. Et pour ceux qui subissent les effets anormaux du film, l'étrangeté ne s'arrête pas là. SCP-1127-1 inverse essentiellement la polarité de l'humour et du dégoût du sujet. Toute leur vie, ils jugeront drôles des choses habituellement vues comme déprimantes, morbides ou dégoûtantes. Alors qu'ils trouveront les choses destinées à être comiques, aussi inoffensives soient-elles, dégoûtantes et dérangeantes. Les guerres, tragédies, cruautés et funérailles deviennent soudain hilarantes, mais lorsque des chercheurs de la Fondation ont testé le film sur un groupe de personnel de classe D, ceux-ci ont eu des réactions de forte répulsion envers la comédie. Un membre du personnel de classe D a été maîtrisé lors du visionnage d'un épisode du Monty Python's Flying Circus. Hormis quelques réactions étranges en public et des goûts médiatiques particuliers, ce film ne vous empêchera pas de réintégrer la société après un traitement amnésique rapide de la Fondation. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le prochain. SCP-1127-2 est un film de 37 minutes intitulé « Fou où tu es » et il a été découvert pour la première fois en ligne, où il a réussi à atteindre des milliers de vues avant que la Fondation ne le trouve et ne le supprime. Personne ne sait vraiment quels dégâts horribles il aurait pu causer pendant ce temps, compte tenu de ses effets anormaux extrêmement dangereux. Le film mettait en scène une fille de 12 ans comme narratrice, effectuant méthodiquement une opération chirurgicale sur son ours en peluche, tout en portant une robe bleue et un masque domino noir, comme ceux portés couramment par des héros classiques tels que le bretteur masqué Zorro et Robin, l'acolyte de Batman. Mais le contenu et le résultat de « Fou où tu es » sont tout sauf héroïques. La fille murmure d'une voix inquiétante « De quoi as-tu peur ?»« La violence. » Tu crains que la violence soit la réponse ? Ou est-ce la question ? Pose la question dont tu as peur. Tu connais déjà la réponse. La douleur ne fait pas mal. Un montage de médias pour enfants mêlé à des images très violentes défile, allant du film choc Faces of Death aux vieux dessins animés Bugs Bunny des années 1940 qui, franchement, ont très mal vieilli. On pourrait penser que regarder ce petit film étrange perturberait profondément ses spectateurs, mais ceux qui le regardent assez longtemps pour en ressentir les effets anormaux ne rapportent aucune réaction forte au film. Ils sembleront impassibles et déconnectés. Ils garderont ce sentiment d'apathie bien au-delà du film, jusque dans leur vie quotidienne. Ces spectateurs malchanceux perdront progressivement leur empathie et rompront tout engagement émotionnel avec le monde. Même les situations hostiles ou dangereuses seront perçues avec le même désintérêt que pour une tranche de pain trop grillée. Cela impliquerait que les victimes deviennent indifférentes à leur sécurité, mais ce n'est pas tout. Les spectateurs de ce film pourraient développer des tendances sociopathes, comme vouloir blesser les autres par froide curiosité intellectuelle. Nous n'avons aucun moyen de savoir combien de tueurs en série ont commencé leur parcours monstrueux en regardant ce petit court-métrage sordide et en s'en inspirant. En raison de ce changement instable et dangereux, la Fondation estime que les personnes concernées ne peuvent réintégrer la société sans danger et doivent rester confinées. Vient ensuite un film qui est moins effrayant et bien plus profondément tragique. Voici SCP-1127-3, un court-métrage de 30 minutes intitulé « Tout vient avec hier ». Ce petit film sournois s'est retrouvé devant des spectateurs innocents grâce à un signal pirate UHF dans une ville côtière du Michigan, exposant ainsi les téléspectateurs innocents de la télévision publique à 72 heures de ce film maudit diffusé en boucle. La Fondation SCP n'a jamais obtenu de copie physique de ce film et c'est, grâce à l'enregistrement original, que des dizaines de personnes ont été touchées par ses propriétés anormales dangereuses. La narratrice du film, une femme d'environ 35 ans, porte une robe de bal élisabéthaine et un masque théâtral doré en forme de visage de rat, apparemment fixé en permanence à son visage. Au lieu de parler en phrases complètes, le discours de cette narratrice est étrangement fragmenté, avec un segment enregistré où elle chuchote. Désirer, aspirer, exiger, conspirer, acquérir, se retirer, expirer, cailler, bûcher, menteur, 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 menteur. Après quoi, elle a continué à simplement répéter le mot « menteur » pendant plusieurs minutes. Pendant que des séquences montées de plusieurs films classiques défilent, dont Robocop, l'épopée biblique, Les 10 commandements, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Tueur né, L'Effaceur, Eraserhead et Zombie de George Romero. Avec une telle mise en place éclectique, vous vous demandez sûrement quel est le résultat de cet objet cinématographique insolite.
En résumé, cela provoque une technophobie paralysante. Vous devenez un luddite perpétuellement anxieux, terrifié par tout ce qui peut être considéré, même vaguement, comme technologique. Nous l'entendons au sens le plus large. Tout ce qui est fabriqué mécaniquement, des meubles aux vêtements, effraie les malheureux spectateurs de « Tout vient d'hier ». En raison de l'intensité de la phobie provoquée, les personnes touchées par ce film ne peuvent plus réintégrer la société et doivent recevoir des amnésiques de classe A avant d'être institutionnalisées définitivement. Et enfin, le film que, pour votre santé psychologique, nous laisserons principalement à votre imagination, SCP-1127-4, un film de 42 minutes au titre inquiétant « Pourquoi pleures-tu ?» Plus de 300 copies DVD de ce film ont été glissées entre les pages de romans à l'eau de rose dans plusieurs librairies canadiennes, prétendant être un bonus spécial offert avec le livre. Et ceux qu'une curiosité morbide poussait à le regarder ont vu leur vie changer à jamais, pour le pire. Le narrateur de ce film est un homme au visage caché par un masque en cuir menaçant. Il livre un soliloque libre sur la nature de l'amour et de l'attirance, sur des images choquantes ou abstraites. Des films underground et des classiques cultes comme Premaster 3, The Rocky Horror Picture Show, et le dernier film du regretté réalisateur italien Pier Pasolini avant son assassinat soudain, le tristement célèbre Salo de 1975. Quiconque regarde ce film assez longtemps risque de développer des idées très originales sur la nature de l'attirance. Des idées que la plupart d'entre nous pourraient considérer comme quelque peu étranges ou troublantes. Je pense que nous allons en rester là, mais il suffit de dire que beaucoup de personnes touchées par « Pourquoi pleures-tu » doivent rester confinées après le visionnage sans pouvoir réintégrer la société. Toute instance de ces films maudits trouvés en dehors du confinement relève de la force d'intervention mobile MU-53, également connue sous le nom de Pouce d'Hébert, nommée d'après le célèbre critique de cinéma Roger Ebert. Les copies physiques sont à saisir et stocker, les copies numériques à confiner, chiffrer puis neutraliser pour la sécurité. Les instances de SCP-1127 doivent être conservées dans le coffre-fort sécurisé des médias d'un site classifié et ne doivent être sorties pour des tests qu'avec l'approbation personnelle du directeur du site en fonction. Seul le personnel de classe D peut visionner les films en entier. Le personnel exposé 15 minutes au total à un des films lors des tests doit être réaffecté à un autre projet pour des raisons de sécurité. Les spectateurs des films doivent passer une évaluation psychologique complète par les psychologues et psychiatres de la Fondation pour déterminer l'étendue des effets subis et les éventuels traitements complémentaires nécessaires. Heureusement, en raison de la nature inerte de cette anomalie, elle est toujours classée comme sûre, mais toute personne possédant des copies des films pourrait causer des dégâts horribles à tout moment en exposant des personnes qui ne se doutent de rien à ces films. Donc, si des individus louches vous invitent à un festival de films privés dans leur sous-sol, il vaut probablement mieux refuser. Ces films ne vont pas rejoindre la collection Criterion de sitôt. Le cinéma peut être une expérience transformatrice. Tout le monde a vu ce film qui lui a sauvé la vie et a tout changé. Si vous comptez regarder quelques courts-métrages ce week-end, sachez bien comment vous voulez être transformé. Si vous voulez soutenir notre mission importante ici chez Dr Bob, rendez-vous sur le Patreon de Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-1432 DVD de poupées, pour un autre divertissement anormal qui changera votre vie à jamais, et pas pour le mieux. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.